Mon mari m'a demandé le divorce pendant que j'étais en pleine opération chirurgicale, me qualifiant de « marchandise endommagée ». Lors de la réunion de divorce, il a dit « elle peut à peine se payer ses courses ». Puis l'avocat a fait glisser mes documents de fiducie d'une valeur de 53 millions d'euros. Son visage est devenu pâle. Les lumières fluorescentes de la salle d'attente d'oncologie baignaient tout d'une lueur clinique et crue alors que j'étais assise à côté de mon mari, Marc, le regardant faire défiler son téléphone au lieu de me tenir la main. Le magazine sur mes genoux, une publication joyeuse sur la décoration intérieure, semblait absurde compte tenu des circonstances. Nous attendions que le docteur Chanel nous rappelle avec les résultats de ma biopsie, et Marc vérifiait son portefeuille d'actions. Madame Moreau. La voix du docteur Chanel coupa le silence aseptisé. Pourriez-vous entrer avec votre mari, s'il vous plaît? Je sentis mon cœur marteler contre mes côtes alors que nous la suivions dans le couloir. Marc marchait légèrement derrière moi, jetant toujours des regards à son téléphone. Même maintenant, dans ce qui pourrait être le moment le plus important de notre mariage, il ne pouvait pas être pleinement présent. Le bureau du docteur Chanel était chaleureux comparé à la salle d'attente, rempli d'un éclairage doux et de photos de famille qui rappelaient qu'elle était humaine sous la blouse blanche. Elle nous fit signe de nous asseoir dans les fauteuils confortables en face de son bureau, et je remarquai combien son expression avait changé depuis la semaine dernière, plus prudente, plus mesurée. « Je vais aller droit au but », dit-elle en joignant ses mains sur son bureau. « Les résultats de la biopsie montrent que vous avez un carcinome canalaire infiltrant. Un cancer du sein. » Les mots me frappèrent comme un coup physique. J'entendis la brusque inspiration de Marc à côté de moi, mais quand je tendis la main vers la sienne, il se retira légèrement. Ce petit geste, ce recul instinctif, allait me hanter pendant des mois. La tumeur mesure environ 3 cm, continua le docteur Chanel, sa voix douce mais pragmatique. Elle est hormonoréceptrice positive, ce qui est en fait une bonne nouvelle. Cela signifie que nous avons plus d'options de traitement disponibles. Quel genre de traitement, réussis-je à demander, bien que ma voix me parût étrangère. Nous devrons en discuter avec votre oncologue, mais typiquement, nous envisageons une approche combinée, chirurgie d'abord, probablement une tumorectomie, voire une mastectomie selon ce que nous trouverons, puis chimiothérapie et radiothérapie. Chirurgie, chimiothérapie. Les mots rebondissaient dans ma tête comme des échos dans un canyon. À côté de moi, Marc était devenu complètement immobile, son téléphone enfin oublié sur ses genoux. « Quels sont les taux de survie ?» demanda-t-il, et je remarquai comment il disait « les taux, pas, ces taux », comme si j'étais déjà quelque chose de séparé de lui. « Les taux de survie à 5 ans pour ce type et ce stade sont très bons », nous assura le docteur Chanel. « Nous sommes autour de 90% avec un traitement approprié. » J'aurais dû ressentir du soulagement, mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était les 10% qu'elle n'avait pas mentionnés. Les 10% qui ne tiendraient pas 5 ans. Les 10% qui laisseraient derrière eux des familles dévastées et des rêves inachevés. Combien de temps durera le traitement, demanda Marc. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps, donc si vous l'appréciez, aimez cette vidéo, cela signifie beaucoup pour nous. Retour à l'histoire. Généralement, nous envisageons 6 à 8 mois pour le traitement complet. Chirurgie d'abord, puis chimiothérapie, puis radiothérapie. C'est un parcours, mais Catherine est jeune et en bonne santé par ailleurs. Je suis optimiste quant à son pronostic. Après que le docteur Chanel eut fini d'expliquer les prochaines étapes et nous eut remis un dossier plein de ressources et d'orientation, nous marchâmes jusqu'au parking en silence. L'air d'automne était vif, portant l'odeur des feuilles mortes et la promesse de l'hiver. Tout semblait identique à il y a 2 heures, mais mon monde entier avait basculé sur son axe. « Eh bien, dit Marc alors que nous atteignions sa BMW, cela change les choses. » Je le regardais par-dessus le toit de la voiture, étudiant son visage dans la faible lumière du parking. Sa mâchoire était serrée de cette façon qu'elle prenait quand il calculait quelque chose, résolvant un problème. Je réalisais avec un frisson croissant qu'il me regardait de la même manière qu'il regardait ses rapports trimestriels, comme un passif à gérer. « Change quoi ?» demandai-je, bien que je ne sois pas sûr de vouloir entendre la réponse. Il déverrouilla la voiture et nous montâmes, mais il ne démarra pas le moteur immédiatement. Au lieu de cela, il resta assis là, agrippant le volant, fixant le mur de béton devant nous. « Je ne peux pas faire ça, Catherine, dit-il finalement. Je ne peux pas te regarder traverser ça. Je ne peux pas te regarder te détériorer. » Le mot flottait entre nous comme une lame. Se détériorer. Comme si j'étais un équipement qui avait dépassé sa durée de vie utile.
Marc, je n'ai même pas encore commencé le traitement. Le docteur Chanel a dit que le pronostic était bon. Écoute, m'interrompit-il en se tournant vers moi pour la première fois depuis que nous étions montés en voiture. Je ne suis pas fait pour ce genre de choses. Je ne supporte pas la maladie, la faiblesse, tout ça. Ce n'est pas moi. Je le fixais, cet homme avec qui j'étais marié depuis 6 ans, cet homme qui avait promis de m'aimer dans la maladie comme dans la santé. Il m'abandonnait avant même que j'aie commencé à me battre. Alors, qu'est-ce que tu dis, murmurai-je. Je dis que nous devrions peut-être envisager une séparation. Juste jusqu'à ce que tu aies traversé ça. Ensuite, nous verrons où nous en sommes. Le langage clinique, le jargon d'entreprise. C'était si parfaitement Marc. Il me licenciait du poste d'épouse de la même manière qu'il licencierait un employé sous-performant, propre, efficace, investissement émotionnel minimal. Tu veux me quitter parce que j'ai un cancer? Je veux te donner de l'espace pour te concentrer sur ton traitement sans te soucier de moi, de nous, de maintenir une relation alors que tu devrais te concentrer sur ta guérison. Même alors que les mots quittaient sa bouche, je pouvais voir qu'il ne les croyait pas. Il ne s'agissait pas de me donner de l'espace, il s'agissait de lui ne voulant pas être lié à de la marchandise endommagée. Le trajet de retour se fit en silence, à l'exception du faible bourdonnement de France Info discutant des tendances du marché. Marc gara la voiture dans notre allée, la maison de style normand à Versailles dont j'étais tombée amoureuse, celle où nous avions prévu d'élever des enfants, de vieillir ensemble. Maintenant, elle ressemblait à un musée d'une vie déjà terminée. À l'intérieur, il se dirigea directement vers son bureau et ferma la porte. Je restai dans notre salon, entouré des photos de mariage et de vacances qui semblaient soudain être des artefacts de la vie de quelqu'un d'autre. La femme sur ces photos était entière, en bonne santé, optimiste quant à l'avenir. Cette femme avait disparu. Je montai dans notre chambre et m'allongeai sur le lit, fixant le plafond. La maison semblait différente maintenant, comme si l'air lui-même avait changé. J'entendais Marc au téléphone dans son bureau, sa voix basse et urgente, appelant probablement son frère ou son associé, expliquant la situation, demandant conseil sur la façon de se sortir de ce développement inopportun. Mon téléphone vibra. Un texto de ma sœur Emma, comment ça s'est passé? Appelle-moi quand tu peux. Je fixai le message, ne sachant pas comment commencer à expliquer. Comment dire à quelqu'un qu'on vous a diagnostiqué un cancer et que votre mari planifie déjà sa stratégie de sortie? Comment mettre en mots le sentiment d'être si complètement seul au moment où vous avez le plus besoin de soutien? Au lieu d'appeler Emma, je me surpris à penser à ma grand-mère. Mamie Moreau avait été la femme la plus forte que j'ai jamais connue, élevant seule 5 enfants après la mort de mon grand-père en Indochine. Elle avait cumulé 2 emplois, envoyé tous ses enfants à l'université et avait quand même réussi à être le genre de grand-mère qui rendait tout meilleur avec des sablés faits maison et des étreintes féroces. Quand j'avais 12 ans, on lui avait diagnostiqué un cancer du sein. Je me souvenais lui avoir rendu visite à l'hôpital, comme elle paraissait petite dans ce lit, comment la chimiothérapie avait volé ses beaux cheveux argentés. Mais elle s'était battue, et elle avait gagné. Elle avait vécu encore 15 ans, assez longtemps pour me voir obtenir mon diplôme universitaire, pour m'accompagner à l'hôtel lorsque mon père n'avait pas pu assister à mon mariage. La force, ce n'est pas de ne jamais tomber, m'avait-elle dit une fois. C'est ce que tu fais quand tu te relèves. Je n'avais pas compris alors ce qu'elle voulait dire. Maintenant, allongé sur mon lit, écoutant mon mari planifier sa fuite, je commençais à comprendre. Mon téléphone sonna. Emma. Salut, répondis-je en essayant de garder une voix stable. Catherine, j'attendais de tes nouvelles. Qu'a dit le médecin? L'inquiétude dans sa voix, l'amour et l'anxiété faillirent me briser. C'est ce que j'aurais dû entendre de Marc. C'est ce à quoi un conjoint devrait ressembler lorsque son partenaire fait face au plus grand défi de sa vie. C'est un cancer, dis-je simplement. Oh, ma chérie, oh, Catherine, je suis tellement désolé. Mais nous allons traverser ça, d'accord? Nous allons nous battre ensemble. Nous. Le mot que Marc avait déjà cessé d'utiliser. Comment Marc le prend-il? Demanda Emma. Je regardai vers la porte, écoutant le son étouffé de sa voix, toujours au téléphone. Aussi bien que tu pourrais y attendre. Emma connaissait Marc. Elle ne l'avait jamais aimé, bien qu'elle ait été trop polie pour le dire directement. Elle avait toujours dit qu'il était trop préoccupé par les apparences, trop concentré sur ce que pensaient les autres. Maintenant, je me demandais si elle avait vu quelque chose que j'avais manqué,
un manque fondamental de caractère qui ne se révélait qu'en temps de crise. Qu'est-ce que cela signifie, insista TL. Il veut une séparation. Il dit qu'il ne supporte pas de me voir traverser le traitement. Le silence à l'autre bout du fil s'étira si longtemps que je crus l'appel coupé. Tu plaisantes, explosa finalement Emma. Il veut te quitter parce que tu as un cancer? Il dit que c'est pour me donner de l'espace pour me concentrer sur le traitement. C'est la plus grosse ânerie que j'ai jamais entendue. Catherine, tu ne peux pas sérieusement envisager ça. Je ne sais pas quel choix j'ai. S'il ne veut pas être ici, s'il ne peut pas le supporter, alors peut-être que c'est mieux s'il part. Non, non, absolument pas. C'est exactement quand tu as le plus besoin de lui. C'est ça, le mariage. Tu ne peux pas te désister quand les choses deviennent difficiles. Je l'entendais faire les 100 pas maintenant, sa voix devenant plus agitée. Emma était avocate spécialisée en droit de la famille et elle avait vu beaucoup d'hommes abandonner leurs femmes pendant des crises de santé. C'était plus courant que la plupart des gens ne le réalisaient. Écoute-moi, dit-elle, sa voix devenant féroce. Tu n'es pas de la marchandise endommagée. Tu n'es pas un fardeau. Tu es une femme confrontée à un défi médical, et tu mérites mieux que ça. Si Marc ne peut pas le voir, alors c'est lui qui a un problème, pas toi. Après avoir raccroché avec Emma, je restais assise dans l'obscurité croissante de notre chambre, digérant tout ce qui s'était passé en l'espace de quelques heures. Ce matin, j'étais une femme de 32 ans en bonne santé avec une carrière réussie dans le marketing et un mari qui, bien que non parfait, je croyais m'aimer. Ce soir, j'étais une patiente atteinte de cancer confrontée à la possibilité d'un divorce. La porte du bureau de Marc s'ouvrit en bas, et j'entendis ses pas sur le parquet. Il se déplaçait dans la cuisine, se préparant probablement quelque chose à manger. Le son banal de la vie quotidienne se poursuivant face à la catastrophe me parut absurde. Mon ordinateur portable était sur la table de nuit, et je le tirais vers moi, ouvrant une nouvelle fenêtre de navigateur. Je tapais « Groupe de soutien cancer du sein » et me retrouvais à faire défiler des pages de ressources, des forums où des femmes partageaient leurs histoires, des rubriques de conseils sur la façon d'annoncer la nouvelle à sa famille, des articles sur le maintien des relations pendant le traitement du cancer. Un titre attira mon attention, « Quand votre partenaire vous quitte pendant votre parcours contre le cancer ». L'article était écrit par une femme dont le mari avait demandé le divorce 2 semaines après son diagnostic. Elle écrivait sur la douleur unique de faire face à une maladie potentiellement mortelle tout en pleurant simultanément la perte de son mariage. La trahison ne ressemble à rien d'autre, écrivait-elle. Ce n'est pas seulement l'abandon, c'est le message que vous ne méritez l'amour que lorsque vous êtes parfaite, lorsque vous êtes pratique, lorsque vous n'en demandez pas trop. Je fermai l'ordinateur portable et me rallongeai contre les oreillers. Dehors, j'entendais les bruits familiers de notre quartier s'installant pour la nuit, des chiens aboyant, des portes de garage se fermant, le bourdonnement lointain de la circulation sur la route principale. Des gens normaux vivant des vies normales, gérant des problèmes normaux. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre texto d'Emma, je monte demain. Nous devons parler de tes options. Options. Le mot semblait étranger. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais l'impression de n'avoir aucune option. J'étais sur le point d'entamer le combat de ma vie, et j'allais devoir le faire seul. Marc monta finalement vers 22 heures. Il se déplaçait silencieusement, comme s'il essayait de ne pas me réveiller, bien que je n'ai pas dormi. Il se brossa les dents et se prépara pour le lit avec la même efficacité mécanique qu'il apportait à tout le reste dans sa vie. Quand il se glissa sous les couvertures, il resta de son côté du lit, faisant attention à ne pas me toucher. La distance entre nous ressemblait à un océan. J'ai réfléchi, dit-il dans l'obscurité. À propos de quoi? Du timing. Je pense qu'il serait préférable que nous officialisions cela avant que tu ne commences le traitement. Plus propre de cette façon. Plus propre. Il parlait de notre mariage comme d'une transaction commerciale qui devait être liquidée efficacement. Tu veux divorcer de moi avant que je ne commence la chimiothérapie, dis-je, sans même prendre la peine d'en faire une question. Je veux m'assurer que tu ne gères pas le stress de nos problèmes relationnels pendant que tu essaies d'aller mieux. C'est vrai, parce que le stress de passer par une procédure de divorce tout en luttant contre le cancer est tellement mieux. Il soupira, ce sont patients qu'il faisait quand il pensait que j'étais déraisonnable. Catherine, j'essaie de faire ce qui est le mieux pour nous deux ici. Ce qui serait le mieux pour nous deux, ce serait que tu me soutiennes à travers ça. Ce qui serait le mieux, ce serait que tu te souviennes des vœux que tu as faits il y a 6 ans.
Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Je me tournai vers lui dans l'obscurité, bien que je ne puisse pas distinguer son visage. Plus difficile que quoi, Marc? Plus difficile qu'apprendre que j'ai un cancer et que mon mari m'abandonne le même jour? Je ne t'abandonne pas. Je suis réaliste quant à ce que je peux supporter. Et ce que tu peux supporter, c'est apparemment rien qui n'implique un réel sacrifice ou engagement. Il resta silencieux un long moment. Quand il parla de nouveau, sa voix était froide. Je dormirai dans la chambre d'amis. Nous pourrons parler des détails demain matin. Je l'écoutais se lever, prendre son oreiller et son chargeur de téléphone, et marcher dans le couloir. La porte de la chambre d'amis se referma avec un léger déclic, et j'étais seul. Je restai allongé là, dans l'obscurité de notre chambre, maintenant juste ma chambre, et sentis tout le poids de ma nouvelle réalité s'installer sur moi. Demain, je commencerai à prendre des rendez-vous avec des oncologues et des chirurgiens. Je commencerai le processus de lutte pour ma vie. Et je le ferai sans la personne qui était censée m'aimer le plus. Mais alors que je sombrais dans le sommeil cette nuit-là, je me surpris à penser de nouveau à ma grand-mère, à sa force, sa dignité, son refus de laisser les circonstances définir sa valeur. Elle aussi avait affronté le cancer seule, à une époque où les femmes avaient encore moins d'options qu'aujourd'hui. Elle s'était battue, elle avait gagné, et elle s'était construit une vie pleine de sens et de but. Peut-être était-ce là son véritable cadeau pour moi, pas seulement son exemple de survie au cancer, mais son exemple de survie à tout le reste aussi. L'abandon, la trahison, les moments où l'on réalise que les gens sur qui l'on comptait ne sont pas ceux que l'on pensait. Je fermai les yeux et me fis une promesse, à sa mémoire, et à l'avenir incertain qui s'annonçait. Je combattrai ce cancer, et je gagnerai. Et quand je le ferai, je m'assurerai que tous ceux qui m'avaient considéré comme de la marchandise endommagée verraient exactement ce qu'ils avaient perdu. Après tout, ils n'avaient pas seulement sous-estimé ma capacité à survivre, ils avaient sous-estimé qui j'étais vraiment au fond de moi. Et ça, je commençais à le réaliser, pourrait être leur plus grosse erreur. Le bruit de Marc déplaçant des cartons en bas me réveilla à l'aube. Je restai au lit, écoutant le bruit sourd et méthodique du carton contre le parquet, le grattement des meubles qu'on repositionnait, l'efficacité d'un homme s'effaçant d'une vie qu'il ne voulait plus. 6 ans de mariage emballés comme des fournitures de bureau après une restructuration d'entreprise. Je mis ma robe de chambre et descendis en tapinois, le trouvant dans le salon avec 3 cartons de déménagement étiquetés de son écriture précise, bureau Marc, personnel Marc, électronique Marc. Il emballait ses trophées de golf dans du papier journal, chacun étant un monument aux matinées de week-end où il m'avait laissé seul à la maison. Tu travailles vite, dis-je en m'appuyant contre le chambranle de la porte. Il leva les yeux, son visage soigneusement neutre. J'ai appelé Jim hier soir. Il a dit que je pouvais rester chez lui jusqu'à ce que je trouve un appartement. Jim Perrin, son camarade d'université et actuel associé. Bien sûr, il avait déjà organisé son atterrissage en douceur. Marc ne faisait jamais rien sans plan B, sauf apparemment le mariage. L'agent immobilier vient à 10 heures, continua-t-il sans me regarder dans les yeux. Nous devons discuter de la mise en vente de la maison. Je ne vends pas la maison. Ses mains s'immobilisèrent sur le trophée qu'il emballait. Catherine, sois réaliste. Tu ne peux pas te permettre le crédit immobilier avec ton seul salaire, surtout avec les frais médicaux à venir. Je peux me le permettre très bien. Ton travail dans le marketing couvre à peine la moitié des dépenses mensuelles. J'ai porté ce ménage financièrement pendant des années. Le mépris désinvolte de ma carrière, de ma contribution, de ma valeur. C'était si parfaitement Marc. Dans son esprit, si vous ne gagnez pas un salaire de banquier d'investissement, vous ne travaillez pas vraiment. J'ai dit que je peux me le permettre. Il posa le trophée et me regarda directement pour la première fois ce matin-là. Avec quel argent? Je suis entré dans la cuisine sans répondre, l'entendant me suivre. La cafetière était déjà en marche, la seule compétence domestique de Marc était sa capacité à programmer des machines pour qu'elles fassent les choses à sa place. Catherine, nous devons être pragmatiques à ce sujet. Ton assurance maladie par ton travail est correcte, mais le traitement du cancer coûte cher. Même avec une assurance, tu t'attends à des frais importants non remboursés. Je me versai du café, remarquant qu'il avait déjà retiré sa tasse préférée du placard. Les petites suppressions étaient presque pires que les grandes. Tu devras déménager dans plus petit, continua-t-il. Peut-être louer quelque chose de plus modeste. Je sais que c'est dur, mais... Je ne déménage dans rien de plus petit.
Alors comment comptes-tu payer tout ça, exactement? Je me tournai vers lui, étudiant cet homme qui pensait tout savoir de moi, qui avait fait des suppositions sur ma valeur, mes ressources, ma capacité à survivre sans lui. Ce n'est plus ton problème, dis-je doucement. Son téléphone vibra sur le comptoir. Un texto de quelqu'un nommé Amélie. Je regardais son visage changer pendant qu'il le lisait, vis le petit sourire qu'il essayait de cacher. Mon estomac se noua alors que les pièces du puzzle s'assemblaient. Depuis combien de temps, demandai-je. Depuis combien de temps quoi? Depuis combien de temps tu la vois? La pause fut toute la confirmation dont j'avais besoin. Marc n'avait jamais été doué pour mentir, son visage était trop expressif, trop honnête pour ses propres dessins fourbes. Catherine, je ne pense pas que ce soit le moment. Depuis combien de temps, Marc? Il passa la main dans ses cheveux, un tic que je reconnaissais d'une douzaine de disputes au fil des ans. 3 mois. 3 mois. Pendant que j'avais trouvé des grosseurs, pris des rendez-vous chez le médecin et m'étais inquiété des changements dans mon corps, il avait trouvé du réconfort chez quelqu'un d'autre. Alors, ce n'est pas vraiment à propos de mon cancer, du tout, dis-je. C'est à propos de toi qui avais déjà un pied dehors. C'est compliqué. Non, ce n'est vraiment pas compliqué. Tu me trompais, et mon diagnostic t'a donné l'excuse parfaite pour partir sans passer pour le méchant. Ce n'est pas. Je n'ai pas planifié ça comme ça. Mais tu n'es pas exactement contrarié par le timing. Il détourna le regard, confirmant ce que je savais déjà. Le cancer n'avait pas causé la fin de notre mariage, il avait simplement révélé qu'il était déjà terminé. La sonnette retentit. Par la fenêtre, je pouvais voir une femme en tailleur tenant un porte-bloc et une pile de papier. L'agent immobilier. Pile à l'heure. Je m'en occupe, dit Marc en se dirigeant vers la porte. Pas la peine. Je l'interceptai, ouvrant moi-même la porte. Madame Rodrigue. Je suis Catherine Moreau. Je crains qu'il y ait eu un malentendu. La maison n'est pas à vendre. L'agent immobilier parut confuse, regardant alternativement Marc et moi. Mais Monsieur Moreau a appelé hier et a dit. Monsieur Moreau n'est pas propriétaire de cette maison, dis-je calmement. Moi, si. Et je ne la vendrai pas, je regardai le visage de Marc pâlir. En 6 ans de mariage, il n'avait jamais remis en question les arrangements financiers de notre vie commune. Il avait supposé, comme les hommes comme lui le font toujours, que ses contributions étaient les plus importantes, que son nom sur les comptes signifiait qu'il avait le contrôle. Catherine, dit-il avec précaution, nous avons acheté cette maison ensemble. En fait, non. Je souris à Madame Rodrigue. Je suis désolé que vous vous soyez déplacé. Peut-être que Monsieur Moreau peut vous expliquer la confusion. Après le départ de l'agent immobilier, Marc se tenait dans notre hall d'entrée, l'air d'avoir été giflé. Que veux-tu dire par « tu es propriétaire de la maison » ? Je veux dire que mon nom est le seul sur l'acte de propriété. J'ai acheté cette maison avant que nous nous marions. Mais j'ai payé le crédit. Tu as contribué aux dépenses du ménage. Il y a une différence. Je pouvais le voir passer en revue les implications financières, réalisant à quel point il n'avait jamais vraiment compris notre vie commune, la maison, les mensualités du crédit, la façon dont je n'avais jamais semblé inquiète pour l'argent malgré mon salaire soi-disant insuffisant. « Qui es-tu » demanda-t-il, et pour la première fois depuis le diagnostic d'hier, j'entendis quelque chose comme de l'incertitude dans sa voix. Mon téléphone sonna avant que je puisse répondre. Le nom d'Emma sur l'écran. « Je suis là » dit-elle quand je décrochai. « Dans ton allée. » Et j'ai amené des renforts. Par la fenêtre, je pouvais voir Emma sortir de sa voiture, suivie de notre sœur aînée, Marguerite. Les sœurs Moreau se rassemblant pour la bataille. Nous devons parler, dis-je à Marc. Mais d'abord, tu dois finir de faire tes cartons. Emma et Marguerite entrèrent dans la maison comme une force de la nature, toutes deux examinant les cartons de déménagement de Marc avec des expressions qui auraient pu faire fondre l'acier. Marc, dit froidement Emma, tu pars si tôt ? C'est compliqué, répondit-il, la même phrase inadéquate qu'il avait utilisée avec moi. Oh, j'imagine, ajouta Marguerite. Elle était l'aînée de nous trois, chirurgienne pédiatrique sans patience pour la faiblesse ou les excuses. Ça doit être si dur pour toi, d'avoir une femme atteinte de cancer. Écoutez, je sais à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un homme qui abandonne sa femme quand elle a le plus besoin de lui, interrompit Emma, parce que c'est exactement ce que tu fais. Marc me regarda,
cherchant de l'aide, mais j'avais fini de le protéger des conséquences de ses choix. Je dois passer quelques appels, dit-il en prenant son téléphone et ses clés. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires plus tard. Après son départ, mes sœurs et moi nous sommes assises autour de la table de la cuisine, comme lorsque nous étions enfants face à une crise qui nécessitait la solidarité de la famille Moreau. D'accord, dit Emma en sortant son ordinateur portable. Parlons de tes options. Le droit du divorce dans cet état est assez simple, mais nous devons agir vite s'il parle déjà de vendre des actifs. Il ne peut pas vendre la maison, dis-je. Elle est à moi. Mes deux sœurs me regardèrent avec surprise. Depuis quand, demanda Marguerite. Depuis toujours. Je l'ai achetée avant notre mariage. Mon nom est le seul sur l'acte de propriété. Les doigts d'Emma volaient déjà sur son clavier. Malin. Et les autres actifs? Compte bancaire, investissement, fonds de retraite? Séparés. Tout. Attends, dit Marguerite en se penchant en avant. Catherine, qu'est-ce que tu ne nous dis pas? Je regardais mes sœurs, ces femmes qui avaient été mes plus proches alliées toute ma vie, et réalisais que j'avais gardé des secrets, même pour elles. Non par honte, mais par habitude, par une tendance apprise à minimiser mes propres succès, à me faire plus petite pour que les autres puissent se sentir plus grands. Vous vous souvenez de grand-tante Rose? Elles hochèrent toutes les deux la tête. Rose Moreau avait été la sœur de notre grand-mère, une vieille fille qui avait travaillé comme secrétaire pour un cabinet d'avocats à Paris pendant 40 ans. Elle avait vécu modestement, ne s'était jamais mariée, envoyait des cartes pour les anniversaires avec un billet de 5 € glissé à l'intérieur. Elle m'a laissé de l'argent quand elle est morte. De l'argent, insista Emma. 2,3 millions d'euros. Le silence qui suivit fut profond. La tasse de café de Marguerite s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. L'écran de l'ordinateur portable d'Emma se mit en veille. Je suis désolé, quoi, maintenant, réussit finalement à dire Marguerite. Tante Rose avait investi tout son salaire pendant des décennies, vivant de presque rien, achetant des actions, réinvestissant les dividendes. Elle m'a tout laissé parce qu'elle disait que je lui rappelais elle-même quand elle était jeune. 2,3 millions, répéta lentement Emma. Et tu ne nous l'as jamais dit? Je ne l'ai dit à personne. Ni à vous, ni à Marc, ni à nos parents. J'ai mis la plupart en fiducie, je vis de mon salaire, j'utilise les revenus des placements pour les extras. Comme acheter une maison en espèces, dit Marguerite, la compréhension commençant à poindre. Comme acheter une maison en espèces. Emma était déjà de retour à son clavier. Cela change tout. Si Marc ne connaît pas la fiducie, s'il a supposé que tu dépendais financièrement de lui. Il va avoir une surprise. Je terminai sa phrase. Catherine, dit Marguerite avec précaution, pourquoi ne lui as-tu pas dit? En 6 ans de mariage, tu n'as jamais mentionné que tu étais indépendante financièrement? J'ai réfléchi à la façon d'expliquer. Comment dire aux gens qu'on a appris à ne faire confiance à personne avec la connaissance de sa vraie valeur, que chaque relation avant Marc avait changé lorsque les hommes découvraient qu'on avait de l'argent? Je voulais qu'il m'aime pour moi, dis-je simplement. Pas pour ce que je pouvais fournir. Et au lieu de cela, il te quitte parce qu'il pense que tu ne peux rien fournir, observa Emma. Mon téléphone vibra. Un texto de Marc, j'ai appelé l'avocat. Réunion demain à 9 h. Nous devrions essayer de garder ça civilisé. Je montrai le message à mes sœurs. Civilisé, ricana Marguerite. C'est vrai, parce qu'abandonner sa femme atteinte de cancer, c'est si civilisé. Qui est son avocat? Demanda Emma. Je fis défiler les contacts de Marc sur le téléphone qu'il avait laissé derrière lui dans sa précipitation. Richard Baron. Cabinet en centre-ville. L'expression d'Emma s'assombrit. Je connais Baron. Cher, agressif, spécialisé dans les divorces de personnes fortunées. Il va supposer que tu es la partie financièrement la plus faible et essayer de te précipiter vers un règlement rapide. Laisse-le supposer, dit Catherine. Marguerite ajouta, tu dois comprendre quelque chose. Quand la nouvelle de ton diagnostic se répandra, les gens auront des opinions. Certains verront Marc comme une victime aussi, un homme confronté à une situation impossible. Le récit sera qu'il est le soutien de famille, coincé avec des factures médicales croissantes. Sauf que ce n'est pas vrai. Mais les gens le croiront. Et plus important encore, Marc le croit. Il va entrer dans ce bureau d'avocat en pensant qu'il détient toutes les cartes.
Emma ferma son ordinateur portable et me regarda sérieusement. Nous devons parler stratégie. Comment veux-tu gérer ça? J'ai pensé à Marc en haut, emballant ses trophées de golf, à la femme nommée Amélie qui avait été en arrière-plan de notre mariage pendant des mois, à la façon désinvolte dont il avait dénigré ma carrière et ma valeur. Je veux qu'il comprenne exactement ce à quoi il renonce, dis-je. C'est-à-dire? C'est-à-dire, laissez-le penser qu'il a le contrôle. Laissez-le faire ses demandes, présenter ses conditions, expliquer à quel point il est généreux envers la pauvre épouse malade qu'il divorce gracieusement. Marguerite sourit, l'expression qu'elle prenait lorsqu'elle s'apprêtait à effectuer une opération particulièrement complexe. Et ensuite? Ensuite, nous révélons ce à quoi il a réellement renoncé. Emma rouvrit son ordinateur portable. J'aurai besoin de la documentation de tous tes actifs, relevés bancaires, documents de fiducie, portefeuille d'investissement, tout. Déjà organisé. Je vous donnerai des copies ce soir. Et la maison? Es-tu sûr de vouloir rester ici? Je regardais autour de la cuisine où Marc et moi avions pris le petit déjeuner ensemble pendant 6 ans, où nous avions organisé des dîners et nous étions disputés pour savoir à qui c'était le tour de charger le lave-vaisselle. Elle était pleine de souvenirs, mais il ne me hantait pas comme je m'y attendais. C'est ma maison, dis-je. Je l'ai choisie, je l'ai achetée, j'en ai fait un foyer. Je ne vais pas y renoncer parce qu'il a décidé que je ne valais pas la peine de me battre. Mon téléphone sonna. Le cabinet du docteur Chanel, confirmant mon rendez-vous avec l'oncologue pour vendredi. Le cancer, dit doucement Marguerite après que j'eus raccroché. Comment gères-tu tout ça émotionnellement? Parce que les procédures de divorce sont stressantes dans les meilleures circonstances, et tu es sur le point de commencer le traitement. Je suis en colère, admis-je. Mais pas à propos du cancer. Je suis en colère d'avoir été sous-estimé. Je suis en colère d'avoir été rejeté. Je suis en colère qu'il pense qu'il pouvait simplement me jeter. Bien, dit Emma. La colère est utile. La colère fait avancer les choses. Ce soir-là, après le départ de mes sœurs pour leur hôtel, je m'assis dans mon bureau à domicile, organisant les documents financiers dont Emma aurait besoin, des relevés bancaires montrant une croissance régulière sur 6 ans, des portefeuilles d'investissement qui avaient doublé depuis la mort de Tante Rose, les documents de la fiducie qui établissaient mon indépendance financière au-delà de tout ce que Marc avait jamais imaginé. En travaillant, je me surpris à penser à Tante Rose. Elle avait 28 ans lorsque son fiancé l'avait quittée pour une femme plus jeune, en 1955, à une époque où un tel abandon signifiait l'exil social pour la femme délaissée. Au lieu de se morfondre, elle avait canalisé son énergie dans la construction de sa propre sécurité, de sa propre indépendance, de son propre héritage. Ne laisse jamais personne d'autre contrôler ton destin, avait-elle écrit dans la lettre qui accompagnait son testament. Ni un homme, ni la société, ni même la famille. Construis tes propres fondations, puis construis ta vie par-dessus. J'avais suivi ses conseils sans même m'en rendre compte. Pendant que Marc s'était concentré sur sa carrière, son image, son statut, j'avais discrètement construit quelque chose qui ne pouvait pas être enlevé par l'abandon, la trahison ou l'opinion de quiconque sur ma valeur. Mon téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu, c'est Amélie. Je pense que nous devrions parler. Je fixai le message un long moment, puis le supprimai sans répondre. Quoi qu'elle ait à dire pouvait attendre. Pour l'instant, j'avais des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer. Demain, Marc entrerait dans le bureau de son avocat, confiant de détenir tout le pouvoir dans notre divorce. Il présenterait ses conditions, probablement généreuses, conçues pour le faire paraître magnanime, et s'attendrait à ce que je les accepte avec gratitude. Il n'avait aucune idée qu'il venait de déclarer la guerre à quelqu'un qui s'était discrètement préparé au combat toute sa vie d'adulte. Après tout, il avait épousé une femme qu'il pensait financièrement dépendante de lui, émotionnellement fragile et reconnaissante de son soutien. Il était sur le point de divorcer de quelqu'un de complètement différent. Et j'avais hâte de faire les présentations. Le matin de la réunion, je m'habillai avec soin dans mon plus vieux blazer, une pièce bleu marine de chez Monoprix que j'avais acheté lors de ma première année après l'université. Le tissu était légèrement bouloché, la coupe peu flatteuse, l'impression générale celle d'une situation financière tendue et de moyens modestes. Parfait. Emma s'assit à côté de moi dans le hall de Baron, Walsh et associés, toutes deux maintenant la fiction qu'elle n'était que ma sœur m'apportant un soutien moral, et non l'une des avocates en droit de la famille les plus redoutables de l'État. Sa présence était censée ressembler à une famille désespérée se ralliant autour d'une femme malade, et non à une stratégie juridique calculée.
Marc arriva précisément à l'heure, portant son plus beau costume Armani et une expression de devoir solennel. Derrière lui marchait une femme que je reconnus immédiatement comme étant Amélie, blonde, 26 ans, avec le genre de confiance polie qui venait de ne jamais s'être vue refuser quoi que ce soit d'important. Elle resta en retrait dans le hall pendant que Marc s'approchait de nous. « Catherine, dit-il, son ton soigneusement modulé pour paraître à la fois attentionné et résigné. Je suis content que tu sois venue. Je sais que c'est difficile. Tout est difficile en ce moment, répondis-je, laissant un léger tremblement s'insinuer dans ma voix. Richard Baron sortit de l'ascenseur, exactement comme Emma l'avait décrit, cheveux argentés, costume cher, le genre d'avocat qui portait son taux horaire comme un insigne d'honneur. Il salua chaleureusement Marc, puis se tourna vers moi avec la sympathie condescendante réservée aux futures ex-épouses. « Madame Moreau, je suis tellement désolé d'apprendre votre diagnostic. Je veux que vous sachiez que nous allons rendre ce processus aussi indolore que possible pour vous. » J'acquiesçai avec gratitude, jouant le rôle de la patiente atteinte de cancer dépassé qui voulait juste que tout se termine rapidement. Dans la salle de conférence, Baron étala des documents comme un général planifiant une campagne. Marc s'assit en face de moi, les mains jointes de cette façon qu'il prenait lorsqu'il s'apprêtait à annoncer de mauvaises nouvelles qu'il voulait faire passer pour de bonnes nouvelles. « Catherine, commença Baron, votre mari m'a demandé de préparer ce que je pense être une offre de règlement très généreuse, surtout compte tenu des circonstances. » « Quelles circonstances ?» demanda sèchement Emma. « Eh bien, la situation médicale, bien sûr. Les pressions financières à venir. Marc veut s'assurer que Catherine est prise en charge, mais nous devons aussi être réalistes quant aux réalités économiques. » Je regardais Marc hocher la tête, son expression rayonnant d'un noble sacrifice. Il pensait être magnanime. Il pensait être l'homme d'affaires prospère soutenant gracieusement son épouse défaillante. « Les conditions sont simples, » continua Baron en faisant glisser un document sur la table. Marc assumera la responsabilité du crédit immobilier de la maison jusqu'à sa vente. Catherine recevra 40% du produit de la vente, ce qui devrait lui donner un apport substantiel pour quelque chose de plus gérable. Je laissai mes yeux s'écarquiller, comme si c'était plus que ce que j'osais espérer. Il continuera également à payer ses primes d'assurance maladie via la portabilité de la mutuelle pendant l'année suivante et fournira une modeste pension alimentaire mensuelle pendant son traitement. « Quelle modestie ?» demanda Emma. 2500 € par mois pendant 6 mois. Cela devrait couvrir ses frais de subsistance de base pendant qu'elle se concentre sur sa guérison. Je regardai Marc, laissant la gratitude et le soulagement envahir mon expression. C'est très généreux. Il se détendit légèrement, pensant probablement que cela se passait plus facilement qu'il ne l'avait prévu. Il y a quelques conditions, continua Baron. Catherine accepte de ne faire aucune réclamation sur les comptes de retraite de Marc, son portefeuille d'investissement ou ses intérêts commerciaux. Elle accepte également de ne pas poursuivre de pension alimentaire au-delà de la période de soutien de 6 mois. Et en retour, demanda Emma. Marc renonce à toute réclamation sur les biens de Catherine, sa voiture, ses effets personnels, son petit compte d'épargne. Petit compte d'épargne. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas rire. Cela semble juste, dis-je doucement. Je veux juste me concentrer sur ma guérison. Marc se pencha en avant. Catherine, je veux que tu saches que ce n'est pas facile pour moi. Mais je pense que c'est mieux pour nous deux si nous pouvons avancer rapidement, proprement. Bien sûr, murmurai-je. Je comprends. Baron parut satisfait. Excellent. Si vous êtes d'accord, nous pouvons faire rédiger les papiers d'ici la semaine prochaine. Le divorce devrait être finalisé dans les 60 jours. En fait, dit Emma en sortant son propre dossier, il y a quelques points que nous devons clarifier d'abord. Baron et Marc parurent tous deux surpris. Ils s'attendaient à une acceptation reconnaissante, pas à une négociation. Comme quoi, demanda Baron. La propriété immobilière, pour commencer. Vous avez mentionné la vente de la maison, mais je veux m'assurer que nous sommes tous clairs sur la structure réelle de la propriété. Propriété conjointe, dit Marc automatiquement. Nous l'avons achetée ensemble. Emma sourit, l'expression qu'un requin pourrait arborer en encerclant une proie blessée. En fait, non. La maison appartient entièrement à Catherine. Elle l'a achetée avant votre mariage avec ses propres fonds. Baron fronça les sourcils, vérifiant ses notes. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Néanmoins, c'est ce que montre l'acte de propriété. Emma fit glisser une copie sur la table. Pas de propriété conjointe,
pas de crédit à assumer, pas de produits de vente à partager. C'est la maison de Catherine, libre de toute charge. Je regardais le visage de Marc changer alors qu'il assimilait cette information. La confusion, puis le calcul, puis le premier soupçon d'inquiétude. « Comment as-tu acheté une maison ?» me demanda-t-il directement. « Avec ton salaire ?» J'ai hérité de l'argent de ma grand-tante, dis-je doucement. Je l'ai utilisé pour l'apport personnel. De l'argent, répéta Emma. Soyons précis à ce sujet. Elle fit glisser un autre jeu de documents sur la table, relevé de fiducie, portefeuille d'investissement, solde bancaire. Je regardais les yeux de Baron s'écarquiller alors qu'il parcourait les chiffres. Madame Moreau, dit-il lentement, ces documents montrent des actifs totalisant, cela ne peut pas être exact. 2,3 millions d'euros dans l'héritage initial, confirma Emma. Plus 6 ans de croissance prudente des investissements. Valeur nette actuelle d'environ 2,8 millions d'euros. Le silence dans la pièce était profond. Marc fixait les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Tu es millionnaire, dit-il finalement. Plusieurs fois, acquiesça joyeusement Emma. Mais tu travailles dans le marketing. Tu conduis une Clio. Tu fais tes courses chez Monoprix. J'aime mon travail, dis-je simplement. J'aime ma voiture. Et Monoprix a des vêtements tout à fait corrects. Baron recalculait déjà, ses instincts de prédateur reconnaissant un jeu complètement différent de celui auquel il s'était préparé. Cela change considérablement les choses. Si Madame Moreau possède des actifs substantiels, alors elle n'a pas besoin de pension alimentaire, interrompit Emma. Elle n'a pas besoin d'aide pour les frais médicaux. Elle n'a pas besoin que quelqu'un couvre gracieusement ses frais de subsistance de base. Marc me fixait toujours. Tu m'as menti. Je n'ai jamais menti. Tu n'as jamais demandé. Tu as supposé. Pendant 6 ans, tu m'as laissé penser que je te soutenais. Tu contribuais à nos dépenses ménagères. Je ne t'ai jamais demandé de me soutenir. Mais tu m'as laissé croire. Je t'ai laissé croire ce que tu voulais croire. Que tes contributions étaient plus importantes que les miennes. Que ta carrière comptait plus. Que j'avais de la chance de t'avoir. La pièce retomba dans le silence. Je pouvais voir Marc passer en revue 6 ans de mariage, réévaluant chaque conversation, chaque supposition, chaque moment où il s'était senti supérieur à son épouse au succès modeste. C'est une situation très différente de celle à laquelle nous nous étions préparés, admit Baron. Oui, en effet, acquiesça Emma. Ce qui nous amène à notre contre-proposition. Elle distribua des copies d'un document qu'elle avait préparé la veille. Catherine est prête à accepter un divorce par consentement mutuel sans demande de pension alimentaire de part et d'autre. Chaque partie conserve ses biens propres, et ils ne partagent que les biens véritablement communs, qui sont les cadeaux de mariage, quelques meubles, peut-être quelques centaines d'euros sur un compte joint que nous n'avons jamais fermé, demanda Baron. Marc retrouva sa voix. Attends, tu es en train de dire que je n'obtiens rien. Vous gardez tout ce qui vous appartenait avant le mariage et tout ce que vous avez gagné pendant le mariage, expliqua patiemment Emma. Tout comme Catherine. Mais la maison n'a jamais été à vous. Les investissements n'ont jamais été à vous. Mais c'est moi qui te quitte, explosa Marc. C'est moi qui veux le divorce. Le masque tombait enfin. Le noble sacrifice, le règlement généreux, le mari magnanime, tout s'effondrait alors qu'il réalisait ce à quoi il renonçait réellement. Oui, dis-je calmement. C'est toi. Baron se pencha en arrière sur sa chaise, réévaluant toute sa stratégie. Monsieur Moreau, peut-être devrions-nous en discuter en privé. Non, dit Marc, la voix s'élevant. Nous devrions en discuter ici même. Catherine, tu ne peux pas être sérieuse. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Que as-tu fait pour moi, Marc? Je t'ai soutenu. J'ai porté ce ménage financièrement. Tu as contribué aux dépenses d'une maison que je possède, mangé de la nourriture que j'ai achetée et vécu un style de vie que mes investissements ont rendu possible. Je ne savais pas pour l'argent. Parce que tu n'as jamais demandé. Parce que tu as supposé. Parce qu'il était plus facile pour toi de croire que tu étais le seul à réussir et que je me débrouillais à peine. La vérité le frappait maintenant, toute l'étendue de ce qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre sur sa propre femme. C'était lui qui avait vécu au-dessus de ses moyens, soutenu par une femme qu'il avait considérée comme financièrement insignifiante. C'est insensé, dit-il en se tournant vers Baron.
Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire. Je crains que non, répondit Baron. Si les actifs sont clairement des biens propres et s'il n'y a pas de bien commun à proprement parler. Mais elle est malade. Elle a un cancer. Elle a besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle. La pièce devint silencieuse comme la mort. Même Baron parut mal à l'aise. Suggérez-vous, dit Emma avec un calme mortel, que Catherine devrait vous payer pour rester mariée à elle pendant qu'elle lutte contre le cancer? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Parce que c'est ce que ça donne l'impression. Vous voulez la quitter parce qu'elle est malade, mais vous voulez aussi son argent pour que cela vaille la peine de rester. Marc regarda autour de la pièce, voyant clairement sa position pour la première fois. C'était lui qui demandait le divorce. C'était lui qui quittait une épouse malade. Et c'était lui qui avait bénéficié financièrement d'un mariage qu'il avait hâte de fuir. J'ai besoin d'air, dit-il en se levant brusquement. Monsieur Moreau, l'appela Baron, mais Marc sortait déjà. Par la fenêtre de la salle de conférence, je pouvais le voir sur le trottoir, faisant les 100 pas et parlant rapidement à son téléphone, appelant probablement Amélie ou son frère, ou quiconque pourrait lui dire que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Eh bien, dit Baron en tentant de reprendre le contrôle de la situation, c'est certainement inattendu. Vraiment, demanda Emma. Un homme qui n'a jamais pris la peine de connaître la situation financière de sa femme. Un homme qui a supposé qu'elle dépendait de lui? Cela me semble assez typique. Le téléphone de Baron vibra. Un texto de Marc, besoin de reporter. Quelque chose est arrivé. Je pense que nous avons terminé ici, dit Emma en rassemblant ses papiers. Catherine acceptera un simple divorce par consentement mutuel sans pension alimentaire dans un sens ou dans l'autre. Si Monsieur Moreau veut contester cela, il est le bienvenu pour expliquer à un juge pourquoi il quitte son épouse atteinte de cancer et lui réclame de l'argent dans le processus. Alors que nous descendions en ascenseur vers le hall, Emma vibrait pratiquement de satisfaction. Tu as vu sa tête quand il a réalisé ce à quoi il renonçait? Je l'ai vu. 2,8 millions d'euros. Et il te quitte pour une jeune de 26 ans qui gagne probablement 35 000 euros par an comme coordinatrice marketing. Dans le hall, Amélie attendait toujours, faisant défiler son téléphone. Elle leva les yeux alors que nous passions, ses yeux s'écarquillant en voyant mon apparence. Je pouvais la voir essayer de concilier la femme au blazer monoprix avec ce que Marc lui avait raconté de sa future ex-épouse. Catherine, appela-t-elle. Je m'arrêtai, me tournant vers elle. Je voulais dire que je suis désolé pour votre diagnostic. Ça doit être si dur. Elle était plus jeune que je ne le pensais, avec des yeux gentils et une expression d'excuse. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu avoir pitié d'elle. Elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'était embarquée. Merci, dis-je simplement. Marc dit que vous êtes très compréhensive à propos de tout, à propos du divorce. Je voulais juste que vous sachiez que nous n'avions pas prévu que cela se passe comme ça. Non, acquiesçai-je. Je ne pense pas qu'aucun de nous n'ait prévu que cela se passe comme ça. Alors qu'Emma et moi marchions vers le parking, je me surpris à penser aux mots d'Amélie. Elle pensait que j'étais compréhensive. Elle pensait que j'acceptais gracieusement la fin de mon mariage, m'effaçant pour que sa relation avec Marc puisse se poursuivre sans complications. Elle n'avait aucune idée que les vraies complications ne faisaient que commencer. Alors, quoi maintenant, demanda Emma alors que nous atteignions sa voiture. Maintenant, nous attendons. Marc va passer les prochains jours à essayer de comprendre comment sauver cette situation. Il va demander conseil à des amis, à sa famille, peut-être même à d'autres avocats. Et quand il réalisera qu'il n'y a aucun moyen de réclamer des actifs qui n'ont jamais été les siens, alors il deviendra désespéré. Et les gens désespérés prennent de mauvaises décisions. Mon téléphone vibra. Un appel manqué de Marc, suivi d'un texto, nous devons parler. Ce n'est pas fini. Je montrai le message à Emma. Non, acquiesça-t-elle. Ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. En rentrant chez moi, dans ma maison achetée avec mon argent, jamais la sienne à réclamer, je me surpris à penser à l'expression sur le visage de Marc lorsqu'il réalisa ce à quoi il renonçait. Le choc, la colère, la compréhension naissante qu'il avait vécu un mensonge pendant 6 ans. Mais il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait de respect, de valeur, des suppositions qu'il avait faites sur ma valeur en tant qu'être humain. Il avait été prêt à m'abandonner quand il me pensait faible et financièrement dépendante. Maintenant, il était en colère parce que j'étais forte et financièrement indépendante. Dans les deux cas,
son amour avait été conditionné à sa perception de ma valeur pour lui. Et cela, plus que l'infidélité, le divorce ou même le timing, était ce que je trouvais vraiment impardonnable. Après tout, il n'avait pas seulement sous-estimé mon compte en banque, il m'avait sous-estimé, moi. Et maintenant, il allait apprendre la différence entre ces deux erreurs. L'une concernait l'argent. L'autre concernait qui j'étais vraiment. Et je ne faisais que commencer à lui montrer. Les appels commencèrent à 6 heures du matin. Marc avait apparemment passé le week-end à élaborer des stratégies avec quiconque voulait bien l'écouter, car mon téléphone vibrait toutes les 15 minutes de textos, de messages vocaux et d'appels manqués. Son approche semblait être de muser par la pure persistance. Catherine, nous devons en parler rationnellement. Appelle-moi. C'est ridicule. Nous sommes mariés. Les lois sur la communauté de biens existent pour une raison. J'ai fait des recherches. Tu ne peux pas simplement cacher des actifs pendant un mariage. Appelle mon avocat. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je me suis concentré sur la question la plus importante du moment. Dans 3 heures, j'allais subir une intervention chirurgicale. Le docteur Martinez, mon oncologue, avait programmé la tumorectomie pour lundi matin, avec les résultats de l'anatomopathologie à suivre dans la semaine. Emma avait proposé de me conduire à l'hôpital, mais j'avais décliné. Je voulais faire ça seul, me prouver que je pouvais gérer tout ce qui allait suivre sans dépendre de la force de quelqu'un d'autre. La routine préopératoire m'était désormais familière, j'y étais passé 2 fois le mois dernier pour des biopsies et des examens de stadification. Mettre la blouse, répondre aux mêmes questions sur les médicaments et les allergies, attendre que l'anesthésiste explique ce qui se passerait quand je serais endormi. « Des membres de votre famille sont ici avec vous aujourd'hui » demanda l'infirmière d'admission. « Non, juste moi. » Elle prit une note sur son dossier, son expression soigneusement neutre. J'avais déjà remarqué ce regard, la façon dont le personnel médical réagissait lorsqu'il réalisait qu'une patiente atteinte de cancer affrontait une opération seule. Ils avaient été formés pour ne pas commenter, mais leur visage les trahissait. « Nous aurons besoin d'un contact d'urgence pour après l'intervention », continua-t-elle. Je lui donnai les coordonnées d'Emma, ainsi que celles de Marguerite. Mes sœurs seraient là à mon réveil, même si mon mari ne le serait pas. Alors qu'on me conduisait vers la salle d'opération, je me surpris à penser à la conversation que j'avais eue avec ma mère la veille au soir. Elle avait appelé de Floride, où elle et mon père avaient pris leur retraite, sa voix tendue d'inquiétude et d'une colère à peine dissimulée. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'il te fasse ça », avait-elle dit. En 35 ans de mariage, ton père et moi avons traversé des alertes au cancer, des pertes d'emploi, des décès familiaux. L'idée de s'abandonner mutuellement pendant les moments difficiles, c'est impensable. Maman, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, Catherine. Ce n'est pas normal que tu affrontes une opération seule. Ce n'est pas normal qu'il soit plus préoccupé par la protection de ses actifs que par le soutien de sa femme. Elle ne connaissait pas encore mes actifs, je n'avais pas parlé à mes parents de l'héritage de tante Rose, tout comme je n'en avais pas parlé à Marc. La différence, c'est que mes parents n'avaient jamais eu besoin de savoir. Ils n'avaient jamais fait de suppositions sur ma dépendance financière ni ne m'avaient traité différemment en fonction de ce que je pouvais fournir. Le masque d'anesthésie descendit sur mon visage, et la voix du docteur Martinez sembla venir de très loin. Comptez à rebours à partir de 10, Catherine. J'arrivais à 7 avant que tout ne s'obscurcisse. Je me suis réveillé en salle de réveil au son de voix feutrée et du bip régulier des moniteurs. Emma était assise à côté de mon lit, lisant un magazine, tandis que Marguerite se tenait près de la fenêtre, parlant doucement à quelqu'un au téléphone. « Salut », dit Emma en remarquant que j'étais réveillé. « Comment te sens-tu » ? Fatigué, endolori. Ma voix sortit en un croassement. « Comment ça s'est passé » ? Le docteur Martinez a dit que tout s'est parfaitement déroulé. Marge saine, pas d'atteinte ganglionnaire. Tu devrais pouvoir rentrer chez toi cet après-midi. J'essayais de me redresser, grimaçant à la traction du ruban chirurgical et des pansements. Des appels ? L'expression d'Emma s'assombrit. Marc a appelé l'hôpital 3 fois. Ils ne lui ont donné aucune information puisque tu ne l'as pas désigné comme contact autorisé. Bien. Il s'est aussi présenté chez toi ce matin avec un serrurier. Cela attira mon attention. Quoi ? Marguerite termina son appel et s'approcha du lit. Ta voisine, Madame Chen, m'a appelé quand elle a vu des hommes étranges essayer d'entrer chez toi.
J'ai dû expliquer que Marc n'habite plus là et n'a aucun droit légal d'entrée. Que essayait-il de faire? Chercher des documents financiers, probablement, dit Emma. Relevé bancaire, dossier d'investissement, tout ce qui pourrait l'aider à monter un dossier pour des réclamations de biens communs. Je fermais les yeux, sentant une vague d'épuisement qui n'avait rien à voir avec l'opération. Même pendant que j'étais inconsciente, qu'on m'enlevait un cancer du corps, Marc se concentrait sur la tentative de mettre la main sur mon argent. Il y a plus, dit doucement Marguerite. Amélie a aussi appelé l'hôpital. Elle voulait connaître ton numéro de chambre pour pouvoir envoyer des fleurs. L'audace était à couper le souffle. La femme avec qui mon mari m'avait trompé voulait m'envoyer des fleurs de bon rétablissement pendant que je me remettais d'une opération pour un cancer. J'espère que tu lui as dit non. Je lui ai dit beaucoup de choses, répondit Marguerite avec un sourire sinistre. La plupart impubliables. Une infirmière entra pour vérifier mes constantes et discuter des instructions de sortie. Pendant qu'elle travaillait, je remarquai Emma faisant défiler son téléphone avec une agitation croissante. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je. Marc a été actif sur les réseaux sociaux. Il a publié un message sur ton opération, demandant aux gens de te garder dans leurs pensées pendant cette période difficile. Elle me montra son écran. Il y avait la page Facebook de Marc, avec une photo de nous lors de notre dernier dîner d'anniversaire. Le message disait « Veuillez garder mon épouse Catherine dans vos prières aujourd'hui alors qu'elle subit une opération pour un cancer. C'est une période si difficile pour notre famille. » Notre famille. Comme s'il n'avait pas demandé le divorce 3 jours auparavant. Regarde les commentaires, dit Emma en faisant défiler. Il y avait des dizaines de réponses, toutes exprimant sympathie et soutien. Des amis et collègues proposant d'aider pour les repas, les tâches ménagères, le transport au rendez-vous. Des gens louant Marc d'être un mari si dévoué pendant la crise de santé de sa femme. Il gère le récit, réalisais-je. Se faisant passer pour le conjoint attentionné tout en essayant simultanément de s'introduire chez toi pour voler des documents financiers, ajouta Marguerite. Mon téléphone, qui chargeait sur la table de chevet, se mit à vibrer. Marc appelle encore. Réponds, suggéra Emma. Écoutons ce qu'il a à dire. J'acceptai l'appel, le mettant sur haut-parleur pour que mes sœurs puissent écouter. Catherine, Dieu merci. J'étais si inquiet quand l'hôpital ne voulait me donner aucune information. Comment s'est passée l'opération? Sa voix était pleine d'inquiétude, le même ton qu'il pourrait utiliser avec un collègue malade ou un parent éloigné. Attentionné, mais détaché. Inquiet, mais pas investi. Ça s'est bien passé, dis-je simplement. C'est une merveilleuse nouvelle. Écoute, je sais que les choses ont été tendues entre nous ces derniers temps, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi, quoi que tu aies besoin pendant ta convalescence. Emma roula des yeux. Marguerite mima le mot « incroyable ». C'est gentil de ta part, répondis-je, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Es-tu sûr? Parce que je pensais, peut-être que nous nous sommes précipités dans cette discussion de divorce. Peut-être devrions-nous nous concentrer d'abord sur ta santé, régler les questions juridiques plus tard. Voilà. La vraie raison de son inquiétude soudaine. Il avait réalisé que divorcer d'une millionnaire était différent de divorcer d'une femme qu'il avait supposée financièrement dépendante. Et maintenant, il voulait gagner du temps pour trouver une nouvelle stratégie. Je pense que le timing est parfait, en fait, dis-je. Je ne veux pas être distraite par des problèmes relationnels pendant que je suis en traitement. Mais Catherine, nous devrions parler des arrangements financiers. J'ai réfléchi à ce qui est juste. Mon avocate dit que les arrangements sont simples. Pas de biens communs à diviser, pas de pension alimentaire nécessaire dans un sens ou dans l'autre. Ce n'est pas. Écoute, je pense qu'il pourrait y avoir un malentendu sur la divulgation des actifs. Certains de ces documents pourraient ne pas être exacts. Emma se pencha en avant, intéressée. C'était un nouvel angle. Quel document, demandai-je. Eh bien, les papiers de la fiducie, par exemple. Je pense qu'il pourrait y avoir une question sur la date à laquelle cet argent a réellement été hérité, s'il doit être considéré comme un bien matrimonial. Je regardais mes sœurs, toutes deux prêtant désormais une attention particulière. Marc cherchait, essayant de trouver un angle juridique qui pourrait lui donner accès à mon héritage. L'héritage date de 2016, dis-je. 2 ans avant notre mariage. Mais tu ne m'en as pas parlé. Cela pourrait constituer une dissimulation d'actifs. Marc,
tu ne m'as jamais posé de questions sur mes finances. En 6 ans de mariage, tu n'as jamais demandé une seule fois comment j'avais acheté la maison, d'où venait mon argent, ou quelle était ma situation financière réelle. Parce que je te faisais confiance. Non, parce que tu supposais que je n'avais pas d'argent qui vaille la peine d'être discuté. Il y eut une longue pause. Quand il parla de nouveau, sa voix s'était durcie. Je t'ai soutenu pendant 6 ans. Je pense que je mérite une certaine considération ici. Tu as contribué aux dépenses du ménage. Je ne t'ai jamais demandé de me soutenir. C'est ridicule. Aucun juge ne va croire qu'une femme a gardé des millions d'euros secrets à son mari. Suggères-tu que je mens? Je suggère qu'il pourrait y avoir plus à cette histoire que tu ne le dis. Emma attrapa le téléphone. Marc, c'est Emma. J'espère que vous n'insinuez pas que Catherine a commis une fraude ou dissimulé des actifs, car ce serait une accusation très grave à faire sans preuve. Emma, cela ne te concerne pas, en fait, si, puisque je suis son avocate. Et je dois vous dire que si vous continuez à faire des accusations infondées sur la dissimulation d'actifs, nous pourrions avoir besoin de discuter de poursuites pour diffamation. La ligne resta silencieuse un moment. Je pense juste que nous devrions ralentir, dit finalement Marc. Catherine traverse beaucoup de choses en ce moment. Peut-être devrions-nous attendre qu'elle soit rétablie avant de prendre des décisions importantes. La seule décision importante était la tienne, dis-je en reprenant le téléphone. Tu as décidé de partir. Les papiers ne font que l'officialiser. Après avoir raccroché, nous restâmes toutes les 3 assises dans la chambre d'hôpital, digérant ce qui venait de se passer. Il panique, observa Emma. Le mari attentionné, essayant de retarder le divorce, remettant en question la divulgation des actifs. Il essaie tout ce qu'il peut imaginer. Quel est son but final? Demanda Marguerite. Même s'il pouvait prouver que l'héritage était un bien matrimonial, ce qu'il ne peut pas, ce serait toujours lui qui demanderait le divorce. Il veut avoir le beurre et l'argent du beurre, dis-je. Il veut me quitter parce que je suis malade, mais il veut aussi avoir accès à mon argent. Il cherche un scénario où il peut divorcer de la patiente atteinte de cancer mais garder la millionnaire. Un coup à la porte interrompit notre conversation. Le docteur Martinez entra, tenant un porte-bloc et arborant l'expression satisfaite d'une chirurgienne dont le travail s'était déroulé exactement comme prévu. Catherine, comment vous sentez-vous? Mieux, merci. Quand aurons-nous les résultats de l'anatomopathologie? Mercredi ou jeudi. Mais je suis optimiste d'après ce que j'ai vu pendant l'intervention. La tumeur était bien encapsulée et j'ai pu obtenir d'excellentes marges. Elle passa en revue les instructions de sortie et les rendez-vous de suivi, puis s'arrêta à la porte. Je dois demander, votre mari prévoit-il de participer à vos soins continus? Parce que j'ai remarqué qu'il n'était pas là aujourd'hui, et notre assistante sociale a mentionné qu'il pourrait y avoir certaines circonstances. Je regardai mes sœurs, puis de nouveau le docteur Martinez. Mon mari et moi sommes en instance de divorce. Il ne participera pas à mon traitement à l'avenir. Le docteur Martinez acquiesça, son expression soigneusement professionnelle. Je vois. Eh bien, vous avez un excellent soutien de la part de vos sœurs, et notre équipe de défense des patients est disponible si vous avez besoin de ressources supplémentaires. Après son départ, Emma m'aida à m'habiller pendant que Marguerite rassemblait mes affaires. Prête à rentrer à la maison, demanda Emma. Je regardais autour de la chambre d'hôpital, cet espace stérile où j'avais fait le premier vrai pas dans la lutte pour ma vie. Dans quelques jours, je saurais si l'opération avait suffi ou si j'aurais besoin de chimiothérapie et de radiothérapie. Quoi qu'il en soit, j'y ferai face selon mes propres conditions, avec mes propres ressources, entouré de gens qui me valorisaient pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais fournir. Oui, dis-je. Je suis prête. Alors que nous quittions l'hôpital, je me surpris à penser à l'appel téléphonique de Marc, à son désespoir de retarder le divorce, à son inquiétude soudaine pour mon bien-être. Il avait passé le week-end à réaliser ce à quoi il renonçait, et maintenant il se démenait pour trouver un moyen de le garder. Mais il avait commis une erreur fondamentale dans ses calculs. Il pensait toujours comme le Marc qui avait épousé une femme qu'il supposait financièrement dépendante de lui. Il fonctionnait toujours en partant du principe que j'avais plus besoin de lui qu'il n'avait besoin de moi. La vérité était exactement le contraire. Et au cours des prochaines semaines, alors que les résultats de l'anatomopathologie arriveraient et que la procédure de divorce se poursuivrait, il allait apprendre à quel point cette erreur de calcul allait lui coûter cher. Après tout, il avait voulu abandonner de la marchandise endommagée.
Ce qu'il perdait en réalité était quelque chose de bien plus précieux qu'il ne l'avait jamais imaginé. Et contrairement au cancer, certaines erreurs ne peuvent pas être enlevées chirurgicalement. Le mercredi matin apporta l'appel que j'avais à la fois redouté et anticipé. La voix du docteur Martinez était chaleureuse et pleine de bonnes nouvelles lorsqu'elle me joignit à la maison, où je me remettais de l'opération et gérais une série de communications de plus en plus désespérées de la part de Marc. Catherine, j'ai d'excellentes nouvelles. Les résultats de l'anatomopathologie montrent des marges saines, aucune atteinte ganglionnaire, et la tumeur était exactement ce à quoi nous nous attendions, hormonoréceptrice positive, HER2 négatif, stade 1A. Je m'enfonçai dans ma chaise de cuisine, ressentant un soulagement si profond qu'il me donna le vertige. Qu'est-ce que cela signifie pour le traitement? Cela signifie que nous l'avons détecté tôt. Vous aurez besoin d'une hormonothérapie, probablement du tamoxifène, pendant 5 ans, mais pas de chimiothérapie, pas de radiothérapie. Juste un suivi régulier et le bloqueur hormonal. Pas de chimiothérapie, pas de radiothérapie. Pas de moi à être malade, faible, à perdre mes cheveux. Marc m'avait abandonné pour faire face au pire scénario, et il s'est avéré que c'était le meilleur scénario à la place. Docteur Martinez, c'est une nouvelle incroyable. En effet. Vous devriez pouvoir reprendre vos activités normales d'ici une semaine ou 2. L'hormonothérapie a quelques effets secondaires, mais rien de comparable à ce à quoi nous nous préparions. Après avoir raccroché, je restais assise dans ma cuisine, digérant cette information. J'allais bien. Plus que bien. J'allais être en bonne santé, active et prête à reconstruire ma vie exactement comme je le voulais. Mon téléphone vibra. Un texto de Marc, pouvons-nous s'il te plaît parler? Ça devient incontrôlable. Au lieu de répondre, j'appelai Emma. Résultat de l'anatomopathologie? Demanda-t-elle immédiatement. Meilleur résultat possible. Pas de chimio, pas de radio. Juste une hormonothérapie. Catherine, c'est merveilleux. Nous devrions fêter ça. Nous devrions. Mais d'abord, dis-moi ce que Marc a fait. Le ton d'Emma passa en mode affaire. Il a engagé un détective privé. Quelqu'un a posé des questions sur ton historique financier, ta grand-tante Rose, le moment de l'héritage. Je n'étais pas surprise. Les hommes désespérés font des choses désespérées. Il a aussi appelé tes amis et collègues, essayant apparemment de recueillir des informations sur ta richesse secrète. Lisa de ton bureau m'a appelé hier. Elle a dit que Marc l'avait contacté pour lui poser des questions sur ton style de vie, si tu avais déjà mentionné avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Qu'il était déplacé et qu'elle ne discutait pas des affaires privées de son ami avec son futur ex-mari. Je souris. Lisa avait toujours été protectrice envers ses amis. Il y a plus, continua Emma. Amélie m'a contacté par l'intermédiaire d'un ami commun. Elle veut te rencontrer. Avec moi. Elle dit qu'il y a des choses sur Marc que tu dois savoir. C'était intéressant. Des problèmes au paradis, peut-être? Organise ça, dis-je. Je suis curieuse de savoir ce qu'elle a à dire. Catherine, es-tu sûre? Tu viens de subir une opération, tu gères le divorce. Emma, je viens d'avoir les meilleures nouvelles médicales possibles. Je me sens plus forte que je ne l'ai été depuis des mois. Programme la réunion. Cet après-midi-là, Amélie Perrin arriva chez moi au volant d'une Clio qui avait connu des jours meilleurs. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 25 ans, avec le genre d'expression sérieuse qui suggérait qu'on l'avait élevée en lui faisant croire que le monde était essentiellement juste et que les bonnes intentions comptaient plus que les résultats. Je l'invitai dans mon salon, remarquant comment ses yeux absorbaient les meubles de bon goût, les œuvres d'art originales sur les murs, l'impression générale de prospérité tranquille. Marc ne l'avait clairement pas préparé à cela. « Merci de me recevoir », dit-elle en se perchant nerveusement sur le bord de mon canapé. Je sais que cela doit être étrange. Ce n'est certainement pas comme ça que je m'attendais à passer mon mercredi après-midi, acquiesçai-je. Je veux que vous sachiez que je n'ai jamais voulu que les choses se passent comme ça. Marc a dit que vous aviez déjà des problèmes, que le mariage était pratiquement terminé. Vous a-t-il dit quand il vous a raconté ça? En juillet. Quand nous avons commencé à nous voir. 3 mois avant mon diagnostic de cancer. Donc Marc avait planifié sa stratégie de sortie bien avant que ma maladie ne lui donne une excuse. Amélie, que vouliez-vous me dire? Elle prit une profonde inspiration, se préparant clairement à quelque chose de difficile. Marc nous a menti à toutes les deux.
À propos de quoi? D'argent. De son travail. De tout. Je me penchai en avant, soudain très intéressé. Il m'a dit qu'il était associé principal dans son cabinet d'investissement. Il a dit qu'il gagnait plus de 250 000 € par an, qu'il possédait cette maison, qu'il te soutenait parce que tu ne trouvais pas de travail stable. L'image devenait plus claire. Marc avait impressionné sa jeune maîtresse avec des récits de son succès et de sa générosité, se peignant comme le mari riche soutenant magnanimement son épouse en difficulté. Rien de tout cela n'est vrai, continua Amélie. Il n'est pas associé, c'est un collaborateur junior qui gagne peut-être 60 000 € par an. Et quand j'ai vu cette maison aujourd'hui, quand j'ai réalisé quelle devait être votre situation réelle? Vous avez assemblé les pièces du puzzle. Il s'est servi de moi, dit-elle, la voix faible. M'emmenant à des dîners chers qu'il ne pouvait pas se permettre, m'achetant des cadeaux avec de l'argent qu'il n'a pas. Je pense qu'il prévoyait d'utiliser votre argent pour financer le style de vie qu'il prétendait avoir. Et maintenant qu'il sait que je ne lui donne pas accès à mon argent. Le visage d'Amélie se crispa. Maintenant, il est en colère tout le temps. Il n'arrête pas de dire que vous essayez de le détruire, que vous êtes vindicative. Mais Catherine, vous semblez si gentille, et vous avez un cancer? Je ne comprends pas comment il peut être si en colère contre vous. Je regardais cette jeune femme, cet enfant, vraiment, qui avait été manipulé par un homme désespéré de maintenir une image qu'il ne pouvait pas se permettre. Elle était un dommage collatéral dans le fantasme de Marc de lui-même en tant qu'homme prospère et important. Amélie, que savez-vous des dettes de Marc? Ses dettes? Carte de crédit, prêt, quelque chose comme ça? Il a mentionné des problèmes de trésorerie temporaire. Il a dit qu'une fois le divorce réglé, il pourrait tout rembourser. Vous a-t-il demandé de l'argent? Elle détourna le regard, ce qui était une réponse suffisante. Combien? 4 500 €. Il a dit que c'était juste jusqu'à ce que sa prochaine prime arrive. Je ressentis une vague de sympathie pour cette fille qui avait été si complètement trompée. Marc avait vécu un mensonge complet, financé en partie par ses économies et en partie par du crédit qu'il avait supposé que mon éventuel soutien financier l'aiderait à rembourser. Amélie, j'ai besoin de vous demander quelque chose, et je veux que vous soyez honnête. Est-ce que Marc vous a demandé de faire quoi que ce soit pour l'aider à obtenir des informations sur mes finances? Elle resta silencieuse un long moment, fixant ses mains. Il m'a demandé d'essayer d'être ami avec vous. Il a dit que vous étiez probablement seul, que vous apprécieriez peut-être d'avoir quelqu'un à qui parler. Il pensait que peut-être vous vous ouvririez à moi sur votre situation financière. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec ça. C'est en fait pourquoi je suis ici. J'ai réalisé qu'il essayait de m'utiliser pour vous espionner, et ça m'a rendu malade. J'étudiais son visage, cherchant des signes de tromperie, mais elle semblait véritablement affligée par son rôle dans les manigances de Marc. Amélie, qu'allez-vous faire maintenant? Je romps avec Marc. J'aurais dû le faire il y a des semaines, mais je pensais toujours que peut-être il était juste stressé par votre maladie, qu'il redeviendrait la personne que je pensais qu'il était. Et qui pensiez-vous qu'il était? Quelqu'un d'honnête. Quelqu'un qui serait là pour les gens qu'il aimait quand les choses deviendraient difficiles. L'ironie était presque douloureuse. Amélie était tombée amoureuse de la version de Marc que j'avais épousée, l'homme qui semblait solidaire et engagé, qui promettait d'être un partenaire quoi que la vie apporte. La différence, c'est qu'elle était assez intelligente pour reconnaître quand ses promesses se révélaient vides. Je suis désolé, dit-elle en se préparant à partir. Pour tout. Pour la liaison, pour le timing, pour la façon dont il vous traite maintenant. Amélie, vous n'êtes pas responsable des choix de Marc. Mais j'apprécie que vous soyez venue ici, et j'apprécie votre honnêteté. Après son départ, je restais assise dans mon salon, pensant à tout ce qu'elle avait révélé. Marc ne perdait pas seulement une épouse riche, il perdait toute sa stratégie financière. Il avait vécu au-dessus de ses moyens, accumulant des dettes, utilisant à la fois Amélie et la promesse de mon éventuel soutien pour financer un style de vie qu'il ne pouvait pas se permettre. Maintenant, il faisait face à un divorce sans accès à mes actifs, sans épouse riche sur qui se rabattre, et avec des dettes qu'il ne pouvait pas payer. Pas étonnant qu'il devienne désespéré. Mon téléphone sonna. Marc. Pile à l'heure. Catherine, je viens d'apprendre pour tes résultats d'anatomopathologie. C'est une merveilleuse nouvelle. Comment as-tu entendu parler de mes résultats d'anatomopathologie?
J'ai appelé le cabinet du docteur Martinez. Je suis toujours ton mari. Je suis toujours désigné comme ton contact d'urgence. En fait, non. J'ai changé ça après l'opération. Silence. Puis, écoute, je pense que nous devons parler. Vraiment parler. De nous. De l'avenir. De ce que nous voulons tous les deux. Je pense que nous avons été très clairs sur ce que nous voulons tous les deux. Vraiment? Parce que j'ai réfléchi, et peut-être que j'ai été précipité. Peut-être que j'ai laissé le stress de ton diagnostic obscurcir mon jugement. Voilà. Le pivot vers lequel il tendait depuis qu'il avait appris ma situation financière. Marc, es-tu en train de dire que tu veux te réconcilier? Je dis que nous devrions peut-être envisager une thérapie de couple. Travailler ensemble sur nos problèmes. Quels problèmes sont ceux? Eh bien, les problèmes de communication, pour commencer. Le fait que tu m'aies caché des informations aussi importantes. Tu veux dire mon héritage. Entre autres choses. Catherine, j'ai réfléchi à cela, et je réalise que j'ai peut-être surréagi à ton diagnostic. Les gens affrontent le cancer ensemble tout le temps. Je n'aurais pas dû avoir si peur. La manipulation était presque artistique. Il essayait de recadrer son abandon comme de la peur plutôt que de la cruauté, sa demande de divorce comme un égarement temporaire plutôt qu'une décision calculée. Marc, te souviens-tu de ce que tu m'as dit dans le parking de l'hôpital? Que veux-tu dire? Tu as dit que tu ne pouvais pas me voir me détériorer. Tu as dit que tu n'étais pas fait pour la maladie et la faiblesse. J'étais sous le choc. Je ne réfléchissais pas clairement. Et Amélie? Longue pause. Quoi, Amélie? La vois-tu toujours? Catherine, ce n'était jamais sérieux. C'était juste une distraction pendant une période difficile. Alors tu prévois de la larguer maintenant que tu veux te réconcilier avec moi. Je prévois de me concentrer sur mon mariage. J'ai failli rire. Marc essayait de jongler avec plusieurs tromperies, disant à Amélie qu'il quittait sa femme difficile, me disant que sa liaison n'avait pas d'importance, se disant probablement à lui-même qu'il pouvait se frayer un chemin par la manipulation pour revenir à une situation financièrement avantageuse. Je pense que tu devrais t'en tenir à ton plan initial, dis-je. Le divorce, je veux dire. Catherine, s'il te plaît, ne prends aucune décision définitive pendant que tu digères encore tout ça. Le diagnostic de cancer, l'opération, le stress. Marc, je n'ai jamais réfléchi plus clairement de ma vie. Mais nous pourrions être bien ensemble. Nous étions bien ensemble. Quand? Quand exactement étions-nous bien ensemble? Avant toutes ces histoires médicales. Nous avions une belle vie. Tu avais une belle vie. Tu avais une maison que tu ne payais pas, un style de vie que tu ne pouvais pas te permettre, et une femme qui ne te demandait jamais rien que tu n'étais pas prêt à donner. Ce n'est pas juste. Vraiment? Tu étais parfaitement heureux d'être marié à moi quand tu pensais que j'étais financièrement dépendante de toi. Tu étais parfaitement heureux de me quitter quand ma maladie est devenue gênante. Maintenant, tu veux te réconcilier parce que tu as appris que j'ai de l'argent? Il ne s'agit pas de l'argent. Tout, avec toi, tourne autour de l'argent, Marc. Ta liaison avec Amélie a été financée avec de l'argent que tu n'as pas. Ton style de vie est soutenu par des cartes de crédit que tu ne peux pas rembourser. Ton intérêt soudain pour la réconciliation est motivé par des actifs auxquels tu veux avoir accès. Tu es cruel. Je suis honnête. Peut-être pour la première fois de tout notre mariage. Ce soir-là, Emma appela pour prendre de mes nouvelles. Comment s'est passée la rencontre avec Amélie? Éclairante. Marc a menti à tout le monde sur tout, son travail, ses revenus, ses dettes. Amélie n'était qu'une autre victime. Et sa tentative de réconciliation? Pathétique. Il pense qu'il peut se frayer un chemin par la manipulation pour revenir dans ma vie maintenant qu'il sait ce qu'il perd. Qu'est-ce que tu vas faire? Je regardais autour de ma maison, cet espace qui avait été mon sanctuaire pendant des années avant même que Marc n'y vive. Demain, je retournerai au travail, à ce poste de marketing que j'aimais, à la vie que je m'étais construite. L'hormonothérapie serait gérable, les rendez-vous de suivi routiniers. Dans 6 mois, le divorce serait finalisé, et je serais libre de construire la vie que je voulais. Je vais le laisser continuer à creuser, dis-je. Plus le trou sera profond, plus il lui sera difficile d'en sortir. Catherine, qu'est-ce que tu ne me dis pas? Je souris,
pensant aux appels que j'avais reçus, aux opportunités qui s'étaient construites pendant que je me concentrais sur ma santé. Tu te souviens comment je t'ai dit que j'aimais mon travail dans le marketing? Oui. Eh bien, il s'avère que mon travail dans le marketing m'aime aussi. Nous en reparlerons demain. Après avoir raccroché, je restais assise dans mon salon avec une tasse de thé, digérant tout ce qui s'était passé. Les résultats de l'anatomopathologie, les révélations d'Amélie, la tentative désespérée de réconciliation de Marc. Il avait pensé divorcer de la marchandise endommagée. Au lieu de cela, il perdait une femme en bonne santé, riche et indépendante qu'il avait enfin vue clairement. Et le meilleur dans tout ça? Il n'avait toujours aucune idée de ce qui allait suivre. Après tout, j'avais planifié mon propre avenir pendant qu'il se démenait pour sauver ses erreurs. Et contrairement à ses plans, les miens ne dépendaient de l'argent de personne d'autre, du soutien de personne d'autre, ou de la permission de personne d'autre. Le cancer était parti, le mari s'en allait, et ma vraie vie ne faisait que commencer. La lettre arriva un jeudi matin, 2 semaines après mes résultats d'anatomopathologie et 3 jours après la dernière tentative de Marc de reporter la procédure de divorce. Je prenais mon café dans ma cuisine, examinant les documents de règlement final qu'Emma avait préparés, quand la sonnette retentit. Un coursier se tenait sur mon seuil, tenant une enveloppe marquée « Personnel et confidentiel » du cabinet d'avocats Fontaine, Arnaud et Associés à Paris. L'adresse de l'expéditeur ne me disait rien, mais quelque chose dans la présentation formelle suggérait que ce n'était pas une correspondance de routine. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier crème à en-tête et une enveloppe scellée marquée de mon nom d'une écriture élégante. « Chère mademoiselle Moreau », commençait la lettre, nous représentons la succession de Henri de la Porte. Conformément aux instructions de son testament, nous vous remettons la correspondance personnelle ci-jointe, qui devait vous être remise après son décès et la résolution des affaires de sa succession. Henri de la Porte. Le nom m'était vaguement familier, comme quelque chose que j'avais entendu en passant mais auquel je n'avais jamais prêté attention. Je me tournai vers l'enveloppe scellée, notant le poids du papier coûteux et le cachet de cire à l'ancienne. À l'intérieur, écrite de l'écriture soignée de quelqu'un d'une autre génération, se trouvait une lettre qui allait tout changer. « Ma chère Catherine », commençait-elle. « Si vous lisez ceci, c'est que je suis décédé et que mes avocats vous ont enfin localisé. Je m'appelle Henri de la Porte, et j'ai été l'employeur de votre grand-tante Rose pendant 43 ans. Plus que cela, j'étais son ami, son confident, et finalement, son bénéficiaire. » Je posai ma tasse de café et lus plus attentivement. Rose parlait souvent de vous, surtout dans ces dernières années. Elle était extraordinairement fière de vos accomplissements et de votre caractère. Elle était aussi profondément préoccupée par votre capacité à maintenir votre indépendance dans un monde qui cherche souvent à diminuer les femmes fortes. Lorsque Rose est décédée, elle vous a laissé ses économies personnelles et ses investissements. Ce qu'elle ne vous a pas dit, ce qu'elle ne pouvait pas vous dire sans compliquer votre héritage, c'est que ces investissements ont été construits sur des informations que je lui ai fournies pendant 4 décennies d'amitié. Voyez-vous, Rose n'était pas simplement une secrétaire. Elle était ma partenaire dans tout ce qui comptait. Quand j'ai créé les industries de la Porte en 1962, elle était là. Quand nous sommes entrés en bourse en 1975, elle a aidé à structurer l'offre. Quand nous nous sommes étendus à l'international dans les années 1980, elle a géré les complexités juridiques. Elle était brillante, capable et criminellement sous-évaluée par tout le monde, sauf moi. Au fil des ans, j'ai essayé à plusieurs reprises de faire d'elle mon associée officiellement, de lui donner la reconnaissance et la rémunération qu'elle méritait. Elle a toujours refusé, disant qu'elle préférait travailler dans l'ombre, me laisser prendre le crédit public pendant qu'elle maintenait sa vie privée. Alors, à la place, je me suis assuré qu'elle soit compensée d'autres manières, conseils boursiers, informations privilégiées sur les fusions et acquisitions, opportunités d'investissement qui n'étaient disponibles qu'à ceux qui disposaient d'un capital important. Rose a fait fructifier ces informations en une fortune considérable, qu'elle vous a laissée. Mais il y a plus, ma chère. Beaucoup plus. Je posai la lettre, mes mains tremblant légèrement. Rose n'avait pas été qu'une secrétaire économe qui avait eu de la chance avec ses investissements. Elle avait été une partenaire commerciale officieuse de quelqu'un dont le nom commençait à me revenir de mes cours d'histoire des affaires. Je repris la lettre. Quand je suis décédé il y a 6 mois, les industries de la Porte ont été vendues à un consortium d'investisseurs pour 2,4 milliards d'euros. Conformément à mon testament, la majorité de ma succession personnelle est distribuée à diverses œuvres caritatives et institutions. Cependant, il y avait un legs que j'ai gardé privé, un cadeau que je planifiais depuis plus d'une décennie.
Rose parlait souvent de son inquiétude que vous puissiez un jour faire face à des circonstances où votre indépendance serait menacée, où quelqu'un pourrait essayer de vous contrôler ou de vous manipuler par des pressions financières. Elle s'inquiétait des relations prédatrices, des gens qui pourraient essayer de profiter de votre nature généreuse. Elle a besoin d'une forteresse, m'a dit Rose une fois, quelque chose de si substantiel que personne ne pourra jamais la faire se sentir petite, dépendante ou reconnaissante pour des miettes. Dans cette optique, j'ai créé une fiducie à votre nom, dotée de 45 millions d'euros provenant du produit de la vente des industries de la Porte. La fiducie est structurée pour vous offrir une indépendance financière complète tout en vous donnant les ressources nécessaires pour poursuivre les objectifs qui vous tiennent le plus à cœur. Les gestionnaires de la fiducie vous contacteront dans la semaine pour discuter des détails. L'argent est à vous, libre de toute charge, sans aucune condition, sauf celle-ci, utilisez-le sagement, utilisez-le bien, et ne laissez jamais personne vous faire sentir moins que la femme extraordinaire que Rose savait que vous étiez. Je lus la lettre 3 fois avant que l'ampleur de la nouvelle ne s'impose vraiment à moi. 45 millions d'euros. En plus de l'héritage de Rose, portant ma valeur nette totale à un peu plus de 47 millions d'euros. Je n'étais pas seulement indépendante financièrement, j'étais sérieusement, significativement, mondialement riche. Mon téléphone sonna. Emma. Catherine, tu dois venir à mon bureau immédiatement. Marc vient de déposer une requête d'urgence affirmant que tu as dissimulé des actifs. Il exige une expertise comptable complète de tes finances. Ça va être intéressant, dis-je, fixant toujours la lettre. Que veux-tu dire ? Je veux dire qu'il est sur le point d'obtenir exactement ce qu'il a demandé. Je serai là dans 1 heure. Je conduisis jusqu'au bureau d'Emma dans un état de calme surréaliste. Tout ce qui s'était passé au cours du dernier mois où le diagnostic, l'abandon, les tentatives désespérées de réconciliation semblaient soudain appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas la même femme qui s'était assise dans le bureau du docteur Chanel recevant un diagnostic de cancer pendant que son mari se retirait. Cette femme était assez riche pour être indépendante. Cette femme était assez riche pour remodeler le monde autour d'elle. Le bureau d'Emma était en mode crise quand j'arrivai. Sa parajuriste imprimait des documents pendant qu'Emma faisait les 100 pas derrière son bureau, parlant rapidement à son téléphone. « Oui, je comprends l'urgence de la requête, disait-elle. Nous répondrons dans les délais requis. » Elle raccrocha et se tourna vers moi. « Marc prétend que tu as dissimulé des actifs tout au long de votre mariage. Il a déposé une requête pour une communication immédiate des pièces, exigeant l'accès à tous tes dossiers financiers remontant à 10 ans. Laisse-le les avoir. » Emma arrêta de faire les 100 pas, « Catherine, ce n'est pas la réponse à laquelle je m'attendais. » Je lui tendis la lettre d'Henri de la Porte. « Lis ça. » Je regardai son visage changer alors qu'elle assimilait l'information. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se rétrécirent, puis s'écarquillèrent de nouveau. « Mon Dieu !» dit-elle finalement. C'est une façon de le dire. 45 millions d'euros. Catherine, cela change tout. Cela change certainement la requête d'urgence de Marc. Emma pensait déjà stratégiquement. Quand as-tu reçu ça ? Ce matin. Il y a environ 1 heure. Donc Marc a déposé sa requête en prétendant que tu cachais des actifs, et ensuite tu as reçu la documentation d'actifs dont il ne connaissait même pas l'existence. L'ironie est parfaite. Catherine, nous devons réfléchir à la façon de gérer ça. 45 millions plus tes actifs existants, tu es en passe de devenir l'une des personnes les plus riches de la région. Mon téléphone vibra. Un texto de Marc, arrête de jouer à des jeux. Nous savons tous les deux que tu as plus d'argent que tu ne l'admets. Je vais tout exposer. Je montrai le message à Emma. Il n'a vraiment aucune idée de ce dans quoi il s'est embarqué, dit-elle. Aucune. Emma s'assit à son ordinateur et commença à taper. Je vais préparer une réponse à sa requête qui va entrer dans l'histoire du droit. Nous allons lui fournir exactement la divulgation financière qu'il demande. Tout. Chaque centime. L'héritage de Rose, la nouvelle fiducie de la Porte, la croissance des investissements, les soldes actuels, les revenus prévisionnels. Nous allons lui donner une transparence financière si complète qu'il passera le reste de sa vie à regretter de l'avoir demandé. Pendant qu'Emma travaillait sur la réponse juridique, je me surpris à penser à Rose et à Henri de la Porte, à leurs 43 années de partenariat et au filet de sécurité qu'ils avaient construit pour protéger mon indépendance. Ils avaient anticipé ce moment, pas les circonstances spécifiques, mais la vulnérabilité générale qui accompagne le fait d'être sous-estimé et ciblé.
Mon téléphone sonna. Le numéro m'était inconnu. Mademoiselle Moreau? C'est Jacques Morin de Clermont Gestion de Patrimoine. Nous représentons la fiducie de la Porte qui a été établie à votre nom. J'attendais votre appel. Excellent. Nous aimerions programmer une réunion pour discuter de la structure de la fiducie et de vos options pour accéder au fonds. Demain matin vous conviendrait-il? En fait, pourriez-vous me rencontrer au bureau de mon avocate? Nous traitons de questions juridiques qui pourraient bénéficier d'une documentation immédiate. Bien sûr. Nous apporterons tous les documents pertinents. Après avoir raccroché, Emma leva les yeux de son ordinateur. Les gestionnaires de la fiducie se réunissent ici demain matin? Ils apportent la documentation? Parfait. D'ici demain après-midi, nous aurons la requête d'urgence de Marc, notre divulgation financière complète et la documentation de la fiducie, le tout soumis au tribunal simultanément. Quel genre de réponse attendez-vous de Marc? Emma sourit avec l'expression d'une avocate qui allait apprécier son travail. Je m'attends à un effondrement complet. Il a déposé cette requête en pensant qu'il allait vous démasquer comme quelqu'un cachant quelques centaines de milliers d'euros. Au lieu de cela, il est sur le point de découvrir que son épouse, sa future ex-épouse, vaut plus de 47 millions d'euros. Et légalement? Légalement, cela détruit toute réclamation qu'il aurait pu avoir sur les biens communs. L'héritage initial est antérieur à votre mariage, et la nouvelle fiducie est un legs de quelqu'un décédé après votre séparation. Même s'il pouvait plaider des droits sur les biens communs, ce qu'il ne peut pas, c'est lui qui a demandé le divorce. Ce soir-là, je m'assis dans mon salon, regardant la lettre d'Henri de la Porte et pensant à la conversation que Rose et moi avions eue la dernière fois que je lui avais rendu visite, environ 6 mois avant sa mort. Catherine, avait-elle dit, promets-moi quelque chose. Promets-moi que tu ne laisseras jamais personne te faire sentir que tu dois être reconnaissante pour moins que ce que tu mérites. J'avais pensé qu'elle parlait de relations, de ne pas se contenter d'hommes qui ne m'appréciaient pas. Maintenant, je comprenais qu'elle parlait de tout, carrière, finances, choix de vie, la question fondamentale de l'espace que j'avais le droit d'occuper dans le monde. Mon téléphone vibra avec un autre texto de Marc, mon avocat dit que tu es tenu de divulguer tous tes actifs. Si tu ne te conformes pas, il y aura des conséquences. Je tapais en retour, votre avocat a tout à fait raison. Rendez-vous au tribunal. Le lendemain matin, la salle de conférence d'Emma ressemblait à un quartier général financier. Jacques Morin de Clermont Gestion de Patrimoine était arrivé avec 2 collègues et une mallette pleine de documents. Emma avait sa parajuriste prête avec du matériel de copie et les préparatifs de dépôt. Mademoiselle Moreau, commença Morin, la fiducie de la Porte est structurée comme une fiducie irrévocable dont vous êtes l'unique bénéficiaire. Le capital de 45 millions d'euros est à votre disposition selon vos besoins, sans restriction d'utilisation. Et les implications fiscales? L'avocat fiscaliste de Monsieur de la Porte a structuré cela pour minimiser l'impôt. Vous devrez payer des impôts sur tout revenu généré par la fiducie, mais le transfert du capital est net d'impôts. Emma prenait des notes rapidement. Et le potentiel de croissance? La fiducie est actuellement investie de manière conservatrice, mais elle génère environ 2,1 millions d'euros par an de revenus. Mademoiselle Moreau peut choisir de réinvestir ses revenus, de les utiliser pour ses frais de subsistance, ou de les diriger vers les projets de son choix. 2,1 millions d'euros par an de revenus passifs, en plus des revenus de l'héritage de Rose. J'étais face à une richesse générationnelle, le genre de sécurité financière qui pouvait financer n'importe quel rêve, n'importe quel objectif, n'importe quelle vision pour l'avenir. Il y a encore une chose, dit Morin en sortant un dernier document. Monsieur de la Porte a inclus une note personnelle à votre intention, à recevoir une fois la fiducie établie. La note était brève, Rose serait fière de la femme que vous êtes devenue, et excitée par la femme que vous êtes sur le point de devenir. Utilisez ce don pour construire quelque chose digne de sa mémoire. Après le départ des gestionnaires de la fiducie, Emma et moi avons finalisé notre réponse à la requête d'urgence de Marc. Le document était un chef-d'œuvre de précision juridique, une divulgation financière complète qui révélerait exactement à quel point Marc s'était trompé sur tout. Quand déposons-nous ça, demandai-je. Cet après-midi. Marc recevra des copies d'ici la fin de la journée. Et ensuite? Ensuite, nous attendons que son monde implose. Je conduisis chez moi en pensant à Rose et Henri, à leur décennie de partenariat et au filet de sécurité qu'ils avaient construit pour une femme dont ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle en ait besoin de cette manière. Le cancer avait été vaincu, le mariage se terminait,
et j'étais sur le point de devenir l'une des femmes les plus puissantes financièrement de la région. Marc avait pensé divorcer de la marchandise endommagée. Au lieu de cela, il perdait l'accès à une fortune qui éclipsait tout ce qu'il avait jamais imaginé. Le téléphone commença à sonner vers 16 heures. « Catherine, qu'est-ce que c'est que cette histoire, bon sang ?» La voix de Marc était tendue, désespérée. « C'est exactement ce que tu as demandé. Une divulgation financière complète. 47 millions d'euros ? C'est impossible. C'est documenté. Chaque centime. Mais comment ? Tu travailles dans le marketing. Je travaille dans le marketing parce que j'aime ça, pas parce que j'en ai besoin. Il y eut un long silence. Je pouvais pratiquement l'entendre recalculer tout ce qu'il pensait savoir de notre mariage, de notre vie commune, de la décision qu'il avait prise de me quitter. Catherine, nous devons parler. Vraiment parler. Cela change tout. Non, Marc. Cela ne change rien. Cela révèle juste ce qui a toujours été vrai. Que veux-tu dire ? Je veux dire que tu étais prêt à m'abandonner quand tu me pensais faible et pauvre. Le fait que je sois forte et riche ne change rien à la vérité fondamentale sur qui tu es. Après avoir raccroché, je restais assise dans ma cuisine avec une tasse de thé, pensant à demain, au jour d'après, et à tous les jours qui suivraient. J'avais maintenant des options que je n'avais jamais eues auparavant. Je pouvais créer une fondation, financer la recherche médicale, soutenir d'autres femmes confrontées à un diagnostic de cancer. Je pouvais voyager, apprendre, explorer des centres d'intérêt que je n'avais jamais eu le temps de poursuivre. Ou je pouvais rester exactement où j'étais, dans le travail que j'aimais, dans la maison que j'avais choisie, vivant la vie que je m'étais construite. Juste avec la sécurité de savoir que personne ne pourrait plus jamais menacer mon indépendance. Marc avait pensé qu'il contrôlait notre histoire. Il avait pensé qu'il pouvait écrire la fin, décider des conditions, déterminer ce que je valais. Au lieu de cela, il m'avait donné la liberté d'écrire ma propre histoire. Et ça allait être une bien meilleure histoire qu'il ne l'avait jamais imaginée. Après tout, il avait voulu divorcer de la marchandise endommagée. Ce qu'il avait réellement fait, c'était libérer le genre de femme qui pouvait remodeler le monde autour d'elle. Et je ne faisais que commencer. L'audience de divorce était prévue un mardi matin de mars, exactement 4 mois après mon diagnostic de cancer. Je suis arrivé au palais de justice dans un tailleur bleu marine sur mesure, pas le blazer Monoprix que j'avais porté au bureau de l'avocat de Marc, mais une pièce personnalisée qui murmurait plutôt qu'elle ne criait son prix. Le message était clair, je ne prétendais plus être quelqu'un d'autre que celle que j'étais exactement. Marc était déjà là avec Baron, tous deux ayant l'air d'avoir vieilli de plusieurs années au cours des dernières semaines, depuis le dépôt de ma déclaration financière. Marc avait fait des tentatives de plus en plus désespérées pour retarder la procédure, pour renégocier, pour trouver un angle qui pourrait lui donner accès à ce qu'il avait découvert qu'il perdait. Emma s'assit à côté de moi, une pile de documents à portée de main et l'expression satisfaite d'une avocate qui avait construit un dossier inattaquable. « La cour est ouverte », annonça l'huissier alors que la juge Patricia Morin entrait dans la salle d'audience. La juge Morin était connue pour son approche pragmatique du droit de la famille et son impatience particulière face aux affaires impliquant une faute conjugale. Elle avait examiné tous les documents à l'avance, et son expression suggérait qu'elle s'était déjà fait une opinion sur ce qu'elle avait lu. « Ceci est une requête en dissolution de mariage », commença-t-elle, déposée par le requérant, Marc Moreau, invoquant des différends irréconciliables. Baron se leva. « Madame la juge, mon client souhaiterait demander un report afin d'explorer la possibilité d'une réconciliation. » Maître Baron, l'interrompit la juge Morin, votre client a demandé le divorce alors que son épouse subissait un traitement contre le cancer. Il a ensuite exigé une communication immédiate des pièces financières lorsqu'elle a décliné ses tentatives de réconciliation ultérieures. Je ne suis pas encline à accorder des délais à quelqu'un qui semble avoir changé d'avis uniquement sur la base de considérations financières. Marc chuchota urgemment à son avocat, mais Baron parut résigné. Madame la juge, Emma se leva, nous n'avons aucune objection à procéder aujourd'hui. Madame Moreau est prête à finaliser cette affaire. Très bien. Maître Baron, présentez la position de votre client. La présentation de Baron fut brève et peu enthousiaste. Il exposa les conditions initiales de Marc, celles qu'il avait offertes lorsqu'il me pensait financièrement dépendante, et avança un faible argument en faveur d'une pension alimentaire basée sur ses contributions au ménage pendant le mariage. Et quelle était la nature des contributions financières de M. Moreau, demanda la juge Morin.
Il payait environ 60% des dépenses mensuelles du ménage, madame la juge. Pour un ménage que son épouse possédait en totalité? Oui, madame la juge. Et quelle était la contribution financière de madame Moreau au mariage? Baron compulsa ses papiers avec gêne. Madame Moreau maintenait ses propres actifs séparément, madame la juge. Des actifs totalisant environ 47 millions d'euros, selon la récente divulgation? Oui. La juge Morin se tourna vers Emma. Maître Perrin, quelle est la position de votre cliente? Madame Moreau accepte la dissolution et demande seulement que le tribunal reconnaisse qu'il n'y a pas de biens matrimoniaux à diviser. Elle renonce à toute réclamation sur les biens propres de Monsieur Moreau et demande qu'il fasse de même concernant les siens. Et la pension alimentaire? Aucune des parties ne nécessite de pension de l'autre, madame la juge. Le juge examina ses notes. Monsieur Moreau, vous avez demandé le divorce alors que votre épouse subissait un traitement contre le cancer. Vous avez ensuite exigé une communication des pièces financières lorsque vous avez appris qu'elle possédait des actifs plus importants que vous ne le pensiez. Est-ce exact? Marc se leva. Madame la juge, il y avait des circonstances. Oui ou non, monsieur Moreau? Oui, madame la juge. Et maintenant, vous demandez des délais pour explorer une réconciliation? Madame la juge, je crois que nous avons peut-être agi avec précipitation. Monsieur Moreau, avez-vous ou non dit à votre épouse que vous ne pouviez pas supporter de la voir se détériorer à cause du cancer? Marc pâlit. Madame la juge, j'étais sous le choc. C'est une question à réponse par oui ou par non. Oui, madame la juge. La juge Morin retira ses lunettes et regarda directement Marc. Monsieur Moreau, en 30 ans de magistrature, j'ai vu de nombreuses raisons de divorcer, désaccords financiers, infidélité, incompatibilité. Ce sont toutes des circonstances malheureuses mais compréhensibles. Ce que j'ai rarement vu, c'est quelqu'un abandonner son conjoint pendant une crise de santé, puis exiger une contrepartie financière pour l'avoir fait. La salle d'audience était silencieuse comme la mort. Madame Moreau, souhaitez-vous vous adresser à la cour? Je me levai, sentant le poids de ce moment. Madame la juge, j'ai épousé Marc en croyant qu'il était quelqu'un qui me soutiendrait dans les moments difficiles. Lorsque j'ai été diagnostiqué d'un cancer, j'ai appris le contraire. Cette révélation a été plus précieuse que n'importe quel règlement financier n'aurait pu l'être. Et vous êtes à l'aise avec la répartition proposée des actifs? Oui, madame la juge. Chacun de nous devrait conserver ce qu'il a apporté au mariage et ce qu'il a gagné pendant celui-ci. La juge Morin signa l'ordonnance de dissolution d'un trait décisif. Le mariage est dissous. Chaque partie conserve ses biens propres. Aucune pension alimentaire n'est accordée à l'une ou l'autre des parties. Monsieur Moreau, j'espère que vous comprenez ce à quoi vous avez renoncé aujourd'hui. Alors que nous quittions le palais de justice, Marc me rattrapa sur les marches. Catherine, s'il te plaît, pouvons-nous juste parler? Juste 5 minutes. Je regardais cet homme qui avait partagé ma vie pendant 6 ans, qui m'avait abandonné à mon moment le plus vulnérable, qui avait essayé de se frayer un chemin par la manipulation pour revenir dans ma vie quand il avait appris ce qu'il perdait. Nous n'avons rien à nous dire, Marc. Mais j'ai fait une erreur. J'avais peur, j'étais stupide, Tu étais exactement qui tu es. La seule erreur était la mienne, de ne pas l'avoir vu plus tôt. L'argent ne doit rien changer entre nous. Tu as raison. Il ne change rien. Il révèle juste ce qui a toujours été vrai. Il parlait encore alors que je m'éloignais, faisant toujours des promesses, des explications et des offres désespérées, mais sa voix se fondit dans le bruit de fond de la circulation et de la vie urbaine, devenant juste un autre son qui n'avait rien à voir avec moi. 6 mois plus tard, je me tenais dans les bureaux de la Fondation Catherine Rose, nommée en l'honneur de ma grand-tante et financée avec 18 millions d'euros de la fiducie de la Porte. Notre première subvention était destinée à un programme offrant une aide financière aux patients atteints de cancer dont les conjoints les avaient abandonnés pendant leur traitement. Le problème, avions-nous découvert, était plus courant que quiconque ne voulait l'admettre. Les demandes sont écrasantes, rapporta Sophie Chanel, ma directrice de fondation. Nous allons devoir étendre le programme plus rapidement que prévu. Je regardais par la fenêtre de notre bureau en centre-ville, un immeuble que j'avais acheté content, et pensais à Rose et Henri, à la forteresse qu'ils avaient construite et à la liberté qu'elle m'avait donnée pour aider les autres à construire la leur. Mon téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu, j'ai vu l'article sur ta fondation dans le journal. Incroyable ce que tu fais. Amélie.
Amélie avait quitté Marc 2 semaines après la finalisation du divorce, prenant un emploi à Marseille et trouvant apparemment le courage de construire sa propre vie. Je répondis par texto, bonne chance pour tout à Marseille. Emma frappa à la porte de mon bureau. Prête pour le déjeuner? Nous fêtons ça. Fêter quoi? Le fait que la pire chose qui te soit jamais arrivée se soit avérée être la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Alors que nous marchions pour déjeuner, je me surpris à penser à ce matin-là dans le bureau du docteur Chanel, à la femme que j'étais alors, prospère mais contrainte, indépendante mais pas vraiment libre, forte mais pas encore consciente de son propre pouvoir. Le cancer avait essayé de me tuer, mais j'avais survécu. Marc avait essayé de me diminuer, mais j'avais prospéré. La vie avait testé ma force, et j'avais découvert que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. La marchandise endommagée, qu'il pensait jeter s'était avérée être une forteresse. Et de cette forteresse, je construisais quelque chose qui importerait longtemps après que nous soyons tous les deux partis. Après tout, la meilleure vengeance n'est pas seulement de survivre, c'est de prospérer si complètement que l'on oublie pourquoi on avait besoin de se venger en premier lieu.